Bonjour à tous et bienvenue dans les Têtes dans le Cloud, un condensé de news tech fortement influencé par l'écosystème Microsoft et animé par des passionnés. Alors ce soir, c'est épisode spécial. On est le soir de l'Ignite. Vous le savez, c'est pas la première fois qu'on fait ça. On adore les épisodes spéciaux. Ils sont un peu plus longs que d'habitude et ils sont surtout travaillés à chaud, c'est-à-dire qu'on sort tout juste d'un gros débrief. On a eu cet après-midi, donc pour rappel, l'Ignite, l'événement d'annonce, il y en a à peu près 2 par an, pour résumer. Ignite et Build. Build, c'est plutôt en mai, Ignite en novembre, où Microsoft fait la flopée d'annonces, toute la roadmap produit, les nouveautés. Dernièrement, on le sait, ça a été des grosses keynotes autour de Copilot. On s'est remis à les regarder ensemble. Alors, grosse déception de la journée quand même. Je vous le partage parce qu'on a découvert un peu tardivement que c'était pas à 18h après le travail où on pouvait se poser ensemble. Ça tombait à plein 15h en France, en plein milieu de l'après-midi quand on était tous en workshop client. Donc ça a été la frustration, c'est qu'on a perdu le petit effet un peu live des dernières keynotes avec les annonces. Je sais qu'il y en a qui ont réussi à les voir quand même en parallèle. Bravo messieurs. Ou pas, je sais pas si vous avez travaillé du coup. On ne dira rien. Néanmoins, donc, épisode à chaud. Donc l'idée c'est quoi? On va faire un petit tour de table. Chacun a préparé un petit peu ses tops annonces. L'idée c'est de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on a retenu? Qu'est-ce qui a été marquant sur la keynote? Est-ce que c'était une grosse keynote ou finalement c'est un peu la tendance qu'on a depuis quelques épisodes des Têtes dans le Cloud et surtout quelques mois chez Microsoft où on parle beaucoup de Copilot? Peut-être. Et surtout, l'idée, c'est aussi de se dire, est-ce que ça change du jour au lendemain notre stratégie d'un point de vue accompagnement, transformation? Est-ce qu'il y a des grosses ruptures? Est-ce qu'on doit tout changer d'un point de vue discours du jour au lendemain? Vous allez nous dire ça, messieurs. On va commencer tout doucement. Alors peut-être en petite intro, la keynote a démarré donc à 15h en France. En live, vous pouvez le suivre à chaque fois sur Internet, bien évidemment, c'est projeté en direct chez Microsoft sur le site de l'Ignite. Satya Nadella a fait une intro alors plutôt orientée, Kevin, je te regarde parce que c'était plutôt M365 Copilot avec un petit rappel globalement de tout ce qu'on peut faire aujourd'hui à l'ère de l'AI. Enfin, c'est comme ça que je l'ai perçu. C'était ça, et ils ont quand même passé pas mal de temps sur rappeler les préceptes qu'ils ont en termes de sécurité. Depuis l'année dernière, ils avaient quand même pas mal insisté sur la partie Security in Design. Et donc là, même s'ils ont dit, voilà, nous, comment est-ce que l'IA, on le voit avec la plateforme software et la partie hardware, on n'oublie pas que le fil conducteur, et ça sera répété pendant tout le long de l'Ignite, Security by Design, Security by Default, ils ont précisé. C'est vrai que si tu regardes les 3-4 dernières conférences comme ça, la première, donc c'est les annonces Copilot, après on avait une grosse partie infra et un peu environnement, capacité de calcul, etc., où la keynote s'était ouverte sur des sujets de puces d'infra, on est Microsoft, on va maintenant pouvoir aller à l'échelle avec vous. Et là, gros focus sécu. Ça, en fait, il y a eu le triptyque, on va dire, habituel. Il y avait la partie Copilot a pris plus de place encore cette année, je trouve. Il y avait le triptyque Copilot, sécurité et hardware quand même un petit peu. Donc j'ai l'impression que c'est les tendances qui suivent d'une Inspire à l'autre, d'une build à l'autre. En fait, c'est ces 3 thématiques-là qui sont à chaque fois suivies et respectées. Donc sur la sécu, on a enchaîné pas mal d'écrans, tout simplement, qui nous montraient toute une flopée de nouvelles news sur Windows, sur M365. Sur PureView aussi. Sur les mots de Satya. Il disait que c'est un service du coup, qui existe depuis un certain temps, mais qui va prendre de plus en plus de place et d'importance dans l'écosystème Microsoft, aussi bien sur Azure que dans Fabric, que dans M365. Et donc, ils ont lancé comme ça un petit peu dans les grandes lignes les nouveautés à l'ère de l'IA générative et à l'ère de Copilot qui vont arriver, avec notamment tous les aspects de sécurité pour lutter contre les injections de prompts, donc qui viennent un peu altérer le comportement initialement pensé pour des copilotes ou des agents, ou même détecter ce qu'ils appellent des patterns un petit peu dangereux. C'est par exemple, est-ce que tu te servirais de l'IA pour faire des choses pas très réglementaires dans ton entreprise? Quelques exemples, mais du coup ça renforce et ça montre qu'ils voient leur plateforme IA comme un tout et comme n'importe quelle brique finalement de software ou cloud depuis le début de Microsoft, on va dire. L'aspect sécurité est central et fondamental. Ils cherchent la transversalité des produits, il faut que l'offre soit homogène et la sécu, elle doit être à tous les niveaux. Donc ils ont renforcé, qu'est-ce qu'on s'était dit? Ils avaient annoncé le Security by Design, là on a le Security by Default. C'est ça. C'est que au-delà de toi, c'est nécessairement activé, on te laisse plus le choix, globalement.
Que tu le veuilles ou pas, tu auras de la sécurité. Comme pour le MFA, en fait. C'était un des trucs qu'ils avaient poussé. Ça, c'est du security by default au final, parce que t'as pas le choix. Tu mets du MFA dans ton entreprise, c'est ton standard. Et du coup, une des annonces qu'on a eues sur la Sécu, alors qui était un peu en mode event, hein, Satya a annoncé un Zero Day Waste, c'est ça, un hacking event, globalement. Donc, un événement qui doit se dérouler début de l'année prochaine, si j'ai bien compris, où le but, c'est de trouver les fameuses failles dites Zero Day, un peu la faille ultime. Hein. Le Zero Day, c'est à peu près ça, enfin, si on doit le décrire. C'est ça. Ouais. Ok. Et la fin du monde, c'est ça quand tu détectes. Non, c'est pas que c'est la fin du monde, c'est que en fait, c'est qu'elle a été. En gros, il y a les patchs, normalement, ils sont déjà prêts avant la faille. En fait, en termes de sécurité informatique, en dehors de failles très dangereuses qu'on va corriger en façon proactive, les failles moins dangereuses, en fait, on va les laisser ouvertes, quitte à bloquer un peu plus loin. Avec voilà. Parce que sinon, si tu passes ton temps à sécuriser systématiquement avant qu'un angle soit attaqué, le pirate devient encore plus malin que toi. Donc voilà, je vulgarise beaucoup, s'il y a des experts en sécu, ils ont peut-être des boutons là, mais globalement, pour vulgariser, c'est un petit peu ça. C'est vraiment, elle est arrivée, elle est inconnue et on n'a rien de prêt pour la corriger. Voilà. C'est vraiment ça. C'est pas étant la gravité. Alors, c'est grave parce que si c'est pour faire deux bêtises. Qu'elle n'est pas anticipée. Voilà, c'est la faille non anticipée. Et du coup, voilà, c'est comme on parle de patch Zero Day, c'est le patch du premier jour. La faille Zero Day, c'est la faille du premier jour. Et du coup, on la connaît pas, on la voit pas. Et ça peut être dramatique parce qu'on sait pas ce qui se passe. Alors que oui, les gens sont surpris, mais en termes de sécurité, en fait, on est au courant des brèches et on les laisse pour pas donner d'autres idées aux gens. Et du coup, sur ce hacking event, il est prévu un budget total ou un prix, je sais pas je sais plus si c'est un prix, mais de 4 millions de dollars en cash price, donc ouvert à, bien évidemment, toute personne bienveillante qui a envie d'aider Microsoft à résoudre des problèmes de sécurité. Donc c'était aussi un appel à candidature qui était lancé par Satya Nadella. Tout de suite après ça, on est passé du coup sur une partie plus hardware, mais même, du coup, device de mémoire. Donc Kevin, on a un nouveau device qui a été dévoilé par Microsoft qui s'appelle le Windows 365 Link. Oui, tout à fait. Quoi qu'est-ce ? Et on va pouvoir le voir en image. Mais qu'est-ce donc ? Waouh, on a deux beaux écrans et une petite boîte au milieu. Du coup, pour rappel, Microsoft ont pas mal de services cloud. Le plus populaire, c'est Microsoft 365, mais en parallèle, ils ont Windows 365. Donc, ils avaient démarré de mémoire avec Windows 10. Donc là, c'est la version 11. Et en gros, c'est quoi ? C'est comme pour un Microsoft 365 où finalement tes applications et tes services sont sur le cloud, et ben c'est la même chose, mais avec ton PC en entier. Donc, les entreprises, par exemple, peuvent utiliser un PC qui sont vieillissants pour leur donner une seconde vie, et plutôt que de se reposer sur le hardware de la machine, ils vont se connecter à distance sur des serveurs Azure Microsoft et prendre la capacité, les fonctionnalités qu'ils veulent. Donc, ils peuvent très bien prendre un PC normal, on va dire sur l'infrastructure Azure, et une machine de guerre, et faire tourner ça sur un iPad, sur un iPhone ou sur n'importe quel PC en fait. Donc ça, c'est ultra intéressant. Et du coup, pour pousser la réflexion jusqu'au bout, parce que finalement, tu n'as pas besoin d'un PC portable pour faire tourner ce genre de choses, c'est justement ce fameux petit boîtier, le Windows 365 Link, qui est juste un boîtier qui a vraiment les specs minimales, juste quelques ports USB, un port HDMI pour brancher à 2 écrans 4K potentiellement. Et en fait, il a besoin d'une connexion Internet et il se connecte à ta machine virtuelle sur Azure, avec l'aspect que tu veux. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a aucune baie de stockage à l'intérieur. Ça veut dire que, par exemple, si moi je passe après toi, on est en mode flex office, on imagine ça dans une entreprise, et bien en fait, il n'y a aucune information qui est en cache ou sauvegardée dans ce petit boîtier-là. En fait, d'une session à l'autre, tu te connectes à ta machine virtuelle, tu as tes services, tes applications, très bien, tu te déconnectes, tu passes à autre chose. C'est un boîtier de stream. C'est un boîtier de stream comme on l'a dans le gaming depuis quelques temps déjà. Et pour la partie avant ce boîtier, c'est un petit peu ce côté écologie, c'est qu'il faut rappeler, c'est que Microsoft pousse cette techno auprès des entreprises pour leur dire, vous savez, aujourd'hui, tous vos partenaires et vos prestataires, ils ont un PC de fonction. Arrêtez de leur donner un deuxième ordinateur, donnez-leur un Windows 365 qu'ils utilisent depuis leur ordinateur. Vous avez votre Windows 365, il est sécurisé suivant vos standards, et ils y accèdent depuis le PC. Et en fait, tu as le troisième cas, mais ça, c'est pas Microsoft qui l'a inventé. Tu as par exemple des sociétés françaises comme Shadow, qui fait déjà ça, avec d'ailleurs ces techniques de boîtier, mais eux, c'était orienté gaming, et on n'est pas sur les mêmes modèles de prix, les mêmes modèles de machines. Là, on est sur, je suppose, une orientation pro en termes de prix, ou perso.
Alors, pro, non, c'est plus pro quand même. C'est Plus pro. le marché, enfin, Microsoft, son cœur, sa cible cœur, c'est le pro quand même. Ce qui est intéressant aussi, comme tu dis, au-delà du fait de devoir acheter un autre PC pour le donner à un prestataire, par exemple, c'est que ça étend aussi la durée de vie des PC. Oui. C'est qu'en général, maintenant, les entreprises gardent les PC jusqu'à ce que ça tienne. Enfin, Oui, là, 5 ton ans en boîtier il moyenne. peut tenir à un moment, vu que de toute façon, c'est c'est ça. que de la location cloud derrière. C'est ça. Et puis, tu peux aussi, si les personnes préfèrent utiliser un iPad, par exemple, je sais pas, pour X ou Y raison, ils sont plus limités par l'OS de l'iPad. Ils peuvent utiliser Windows. La question, c'est quel sera le modèle de coût. Enfin, moi, je connais pas trop ces modèles streaming. C'est quoi, tu payes le prix d'un PC? Généralement, parce que moi, c'est quelque chose que je pratique depuis des années, en fait, depuis même la décennie d'avant, en fait. Généralement, c'est des modèles à abonnement. Ok. On te dit, tu as telle machine pour tel prix par mois, avec certaines formules te disent, au bout de tant de temps, on te met à jour la machine avec les nouveaux standards, par exemple. C'est exactement ça côté Windows 365. En fait, tu as des configurations déjà par défaut avec un coût mensuel associé par utilisateur. Donc, qui te donne les specs, en gros, combien tu as de cœur, combien tu as de RAM, combien tu as de stockage, en gros. Et donc, tu as, je crois, 2-3 offres comme ça en standard. Et après, tu peux prendre du un peu plus spécifique pour des cas d'usage. Type Antoine, si jamais lui, il a besoin d'une machine pour du montage vidéo, ça, c'est beaucoup plus spécifique. Tu n'as pas une offre dédiée pour ça et tu peux faire ta propre machine. Donc, l'avantage, c'est ultra scalable. C'est-à-dire que ton besoin aujourd'hui. C'est ultra scalable, c'est-à-dire que ça dépend de ton matériel, finalement. La location C'est ça. détermine la puissance que l'on va. Exactement. Et sur le pro, quand tu vois ce qui existe, c'est très, très, très adapté. Parce que sur le non-pro, le problème qu'ils ont, c'est ceux qui font du gaming. Parce que les cartes graphiques, par contre, ça ne se marche pas bien. Donc en fait, ils ont quand même la carte graphique qui existe par rapport à ton offre, même si elle est partagée par d'autres quand tu t'en sers pas. Sur du pro, la RAM, le processeur, l'espace disque, c'est dans une baie. Et ça débloque aussi pas mal d'usages parce que aujourd'hui, tu vois, as beaucoup de. Enfin, on avait parlé ça dans un précédent épisode. Ils avaient lancé leur gamme de Copilot Plus PC, où du coup, ce sont des machines avec des NPU dédiés pour exécuter localement en fait de l'intelligence artificielle. Là, tu es sur Azure. Donc ton IA, elle est partagée en plus. Ça, c'est ça. Et puis non seulement, c'est-à-dire que pour des profils type data scientist ou. Mais du coup, c'est un peu contre-message. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a quelques mois, ils te disent ta Copilot plus PC avec du SLM en local pour éviter tout calcul cloud, et juste après, ils te mettent le boîtier qui est full cloud. C'est un autre besoin. Après, il y a des choses, et c'est là où c'est une nouveauté encore, et il n'y a pas encore tous les détails. Ils disent qu'il y a certaines instances d'applications qui vont tourner localement sur le truc, même sans stockage. Typiquement du Teams, par exemple, et plutôt que de passer par une virtualisation avec une application qui est installée, il va l'exécuter localement, parce qu'ils savent que c'est un cas d'usage qui va... Donc c'est des gros boîtiers quand même, parce que Teams, toilette, Teams c'est assez consommateur. C'est 12 Go RAM. Moi, je serais curieux de ça. Je serais curieux d'avoir un peu plus de détails. Après, c'est le geek en moi. Les specs exacts, tu as les trucs, mais déjà, il n'y a pas de stockage, ça c'est sûr. Après, je sais pas exactement comment c'est. C'est chargé en RAM, du coup. Teams serait chargé en RAM. C'est déjà le cas en fait. Teams, regarde quand il tourne. C'est beaucoup en RAM, effectivement. Après, c'est tout ce qui est paramétrage, etc. T'as un ordinateur dédié à Teams aujourd'hui. Il doit y avoir le strict minimum. Après, Teams a fait des efforts. Après, je le défends un petit peu, Teams. C'est la beauté des débriefs à chaud. Tu parles de choses et dès que tu as un collègue qui dit mais ça, je sais pas. On saura demain, Nicolas. On n'a pas encore regardé la suite. Donc ça c'était les mots-clés aussi, c'est donc adminless, passwordless, globalement full intégré. C'est ça, soit copine, soit un train digital, c'est trop bien. Ouais, et on a vu à l'écran, il y avait une démo avec un petit dispositif où c'est ça, le petit. Pas si c'est vendu avec, mais non, bien sûr, ça sera en plus. Ça s'appelle le Windows 365 Link. Donc ouverture de Microsoft sur un dispositif de streaming, un petit boîtier un peu sympa qui prend pas beaucoup de place à la maison et qui vous permettent d'accéder à ce que vous voulez. Avec le matériel compatible. Il me semble que tous les matériels ne seront peut-être pas compatibles. Ça, c'est pas la faute à Microsoft pour les défendre. Connaissance marché, c'est le cas pour tout le monde. Ouais. Il te faut un matériel compatible avec le boîtier. Tu peux pas suivre tout le monde. Toutes les technos-là, si tu veux pas avoir un boîtier énorme, toutes ces technos-là, elles ont tous la même chose. Mais en été, quand on te dit matériel disponible, franchement, à part le matériel exotique, si tu pars sur les standards du Logitech, du Microsoft, ou toutes les grandes marques, franchement, ça va. Alors peut-être la dernière souris ultra gamer, elle va pas passer, mais c'est tout, quoi. Voilà. Sur du pro, franchement, je m'inquiète absolument pas. Est-ce qu'on a eu après ça des news côté Modern Work? Du coup, parce que je crois que c'était... Il y en a eu plein. Excuse-moi, j'ai pas vu le live. En tout cas, je l'ai revu après sur les parties qui m'intéressent. Donc, raconte-moi tout. Il y a eu beaucoup de choses sur Copilot M365. Pareil, même tendance depuis la build et la précédente Inspire, Ignite.
Parce que Copilot is the UI for AI, donc il n'y a plus rien sans, y a plus rien sans Copilot, bah oui, bien sûr. Et du coup, il y a eu beaucoup de nouveautés. Donc, ils ont fait un rappel déjà de ce qui a été annoncé pendant la Wave 2 avec Python pris en charge par un Copilot dans Excel, ce genre de choses. Et du coup, j'ai rangé ça en 3 catégories. Il y a les fonctionnalités, on va dire, pures de Copilot qui viennent s'enrichir. Il y a des choses intéressantes comme par exemple, une des nouveautés qui va arriver début 2025 en GA, c'est la possibilité pour les comptes rendus Copilot dans Teams d'interpréter ce qui est partagé à l'écran. Alors c'est déjà d'actualité parce que quand vous partagez un PowerPoint en mode live, il le prend en compte dans son compte rendu. Et là, c'est capable pour n'importe quel type de partage. Donc, ce qu'ils ont annoncé, c'est-à-dire ça peut être du Excel, ça peut être du Word. Ils t'ont mis du GPT-4 Vision globalement qui a accès à ton écran de partage. Une des features de 4O en fait. Ouais, bien sûr. Donc ça, c'est, on va monter en gamme petit à petit. Il y a un autre truc aussi, c'est dans les chats one-to-one ou en groupe, on s'envoie des fichiers de temps en temps. C'est pas normalement une bonne pratique, mais on s'envoie des fichiers. Et du coup, aujourd'hui, pour les consulter, tu dois ouvrir le fichier, tu vois. J'aime bien comment il sert free. Tu sais, il se rend compte qu'il fait quelque chose d'illégal. C'est pas vraiment une bonne pratique. Tu peux demander à Copilot dans les conversations privées ou en groupe de résumer les documents qui ont été partagés à l'intérieur. Donc ça, c'est un gain de temps. Rien de surprenant là-dessus. T'as du stockage. C'est ça. Et une autre fonctionnalité que j'aime bien, et ça va nous faire gagner du temps, c'est la traduction des PowerPoint directement vers 40 langues possibles. Oh Dieu merci. Dieu merci. Dieu merci. C'est annoncé. Oui, c'est incroyable. 2025, ils ont annoncé. Oh non. Début 2025. Attends, je regarde. Janvier 2025, ils ont annoncé. Je peux attendre. Tu peux attendre, je pense. Et du coup, aujourd'hui, pour les gens qui comprennent, quand on a des présentations de 30-40 slides, ce genre de choses, pour les traduire du français vers l'anglais, on va dans révision, traduction, il y a la traduction du bloc, on copie, on colle, c'est un enfer. Voilà. Et là, en théorie, tu demandes à Textbox par textbox, ça te casse toute ta police et tu passes 1000 ans à le faire. La traduction de toute la présentation PowerPoint. Enfin. Ça, c'est cool. Enfin. Il a fallu attendre la Gen AI 2025 du coup. Ah bah, ça fait trop longtemps. Ça, c'est une énorme feature. tu vois, je commence petit à petit. Content, mais ça gagne de temps. Une fonctionnalité. Tu sais, tu pourras plus dire, tu sais, ouais, on n'a pas une présentation de la société en anglais. Ah non, on a juste fait qu'une slide, on a la one slide qui est en anglais souvent, tu sais. T'as pas fait l'effort de tout faire. Ah Dieu merci. Ou sur les réponses clients. Ah mince, la réponse était en anglais. Et il y a une autre fonctionnalité que j'ai appris à aimer depuis la Wave 2, c'est le Copilot Pages. Donc Copilot Pages, ce qui est bien, donc jusqu'à présent, quand dans Copilot, avant la Wave 2, quand tu avais une réponse de Copilot, par exemple, tu lui demandais de brainstormer sur une idée, de te proposer un agenda, un ordre du jour, tu avais un bouton copier, donc ça te copiait la réponse, tu la collais ensuite dans l'application de ton choix. Dans la Wave 2, ils ont annoncé Copilot Pages. Donc en fait, tu peux cliquer sur ce bouton-là, et ça t'ouvre un composant loop, une page, où il va mettre la réponse à l'intérieur. Donc après, tu as toute la puissance d'un loop où tu peux faire de la mise en page, de la mise en forme, et tu peux surtout partager. Une Pages, tu la nommes alors, ça te la nomme directement avec le nom du sujet, mais du coup, tu peux renommer si tu veux. Et après, tu peux du coup partager ce composant loop-là à d'autres personnes. Enfin, je peux présenter à Romain, et du coup, on rentre en collaboration finalement avec des réponses qui ont été générées par l'IA à la base. Là, ça va un peu plus loin parce qu'aujourd'hui, c'était limité qu'à du texte. Du texte, et dans ta discussion, quand tu demandais de rajouter au fur et à mesure dans le page, ça t'envoyait ça les uns en dessous des autres. Là, dans les nouveautés, ça peut prendre plusieurs pages. Donc, ça veut dire que tu as un bloc de réponse, tu veux que ça soit dans une autre page pour un peu organiser tout ça. Ça peut intégrer désormais, dans quelques temps, quand ça sera arrivé, des graphiques, des tableaux, de la mise en page un peu plus poussée. Donc, ça veut dire que dans ton chat Copilot, tu peux lui dire analyse ce fichier Excel-là et montre-moi la corrélation, je sais pas, entre les ventes et les pays. Et il va te sortir un graphique que tu peux intégrer directement dans ton loop. Donc, finalement, tu passes plus de temps, c'est ce qu'ils appellent l'analyse multimodale, globalement. 4O, en fait. Oui, c'est les derniers modèles 4O qui permettent de faire ça. C'est ça. Donc, intégré à Copilot, logiquement. Tout à fait. C'est tout. Alors, ça, c'est... Attends. Non, mais là, je restais un peu sur ma fin. Alors, je suis d'accord, on aurait pu s'arrêter sur la trad PowerPoint, mais là, il y a un blanc. Je me dis, ça y est, il a tout donné. Là, il y a mieux, là, encore. C'est la partie agent dans Copilot. Donc, agent dans le sens pas aussi loin que Romain avec les agents autonomes, etc. Mais les agents, les petites spécialisations que Copilot va pouvoir avoir pour t'aider. Donc, il y a eu déjà tout un tas d'agents qui ont été annoncés dans la Wave 2 et qui sont sortis entre-temps. Il y a les agents Copilot qui avaient été annoncés déjà pendant la build de mémoire.
Il y a les petits agents qui sont arrivés dans les store teams sur les coach prompt, coach idea. Donc, ce sont des petits agents qui ont été pré-entraînés pour une tâche spécifique, te donner du feedback ou des axes d'amélioration sur tes prompts et tout. Là, ça va plus loin. Ils ont annoncé des agents incroyables. Il y en a 3, j'ai noté. Il y a le Facilitator Agent. Donc, lui, il est cool. Alors, le nom, il est bien. Donc, lui, ce qu'il va faire, c'est que pendant les réunions, aujourd'hui, dans les réunions, quand tu actives le transcript, ça te fait le compte-rendu derrière. Les notes IA, mais à la fin de la réunion. Là, le facilitateur, ce qu'il va faire, c'est prendre les notes en temps réel, en live, au fur et à mesure du meeting, dans les notes IA. Donc, ça veut dire que toi, en tant que participant, tu vas pouvoir prendre tes notes en même temps, en collaboration, en fait, avec l'IA. Et du coup, le facilitateur... C'est-à-dire que tu peux compléter les siennes ou notes au amender. C'est ça. Et une des choses que Satya a annoncé à l'oral, donc c'est pas dans les articles, mais il a dit à l'oral, c'est que du coup, le facilitateur, il va pouvoir détecter dans la réunion quand est-ce que tu commences à sortir du sujet, du cadre du meeting. Non, on va être embêté. J'ai regardé Romain en mode non, jamais. Pour te recadrer un petit peu et pour te rappeler les objectifs. Et il te bannit de la réunion. Moi, j'ai acté pour les entraîner. J'attends de voir cette partie-là, comment est-ce que ça va se manifester, tu vois, mais c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Donc ça, c'est le premier. La première feature, c'est un agent qui s'appelle le facilitateur. Le timekeeper. C'est ça, le timekeeper. C'est vrai que ça claque un peu mieux. Après, il y a le interpreter agent. Ça, pareil, c'est un truc de fou. Donc aujourd'hui, quand tu fais un call... J'ai l'impression de voir des films, c'est le négociateur. Oui, c'est ça. Copilot dans l'interprétateur. Donc l'interpreter agent, donc le cas d'usage, c'est quoi? Tu es dans une réunion Teams, toujours, et tu as des personnes qui parlent en anglais, d'accord? Et c'est pas la langue où tu es le plus à l'aise, pardon. Dans Teams Premium, ce que tu pouvais faire, c'était activer les sous-titres, et tu avais les sous-titres en temps réel dans la langue qui t'était propre. Là, ça va plus loin. C'est que du coup, ça va analyser la voix, ça va te donner la traduction en temps réel audio, et en plus de ça, avec la synthèse de la voix de la personne qui est en train de parler, mais dans la langue que toi, tu préfères. Donc, par exemple, toi, tu me parles on va dire en espagnol. Ça m'arrive souvent. Voilà, ça t'arrive souvent. Bien sûr. Tu m'appelles un vendredi soir en espagnol. Moi, je comprends pas. Il doit être bourré en plus. C'est pour ça que tu comprends pas. Ah non, c'était la veille du week-end pour 3 jours. Pourquoi un vendredi soir? Et du coup, moi, je peux dire la langue parlée est espagnole et je veux la traduire vers le français. Et du coup, ça sera la voix de Kevin qui sera synthétisée en français. Mais du coup, il commence par des sous-titres et ensuite il Non, l'envoie. c'est que de l'audio. Donc, la voix va s'améliorer à fur et à mesure parce que, à la première seconde où il parle, il connaît pas la voix. Pour la synthétiser, c'est pas évident. Donc, il améliore petit à petit. Dans la vidéo, là, c'est vrai qu'on a mis le GIF, mais je vous invite à aller voir sur le site pour la vidéo. C'est assez troublant et bluffant. Et tu peux même choisir un niveau de transparence si tu veux quand même entendre un petit peu, tu sais, comme dans les documentaires. La voix originale espagnole derrière que tu as l'impression ou tu veux complètement la virer. Et il détecte, tu sais déjà s'il détecte si tu changes de langue au cours de route? Non, alors j'ai pas l'impression parce qu'il montre bien à des mots que explicitement tu dois choisir la langue parlée, donc tu dois switcher. Ouais, tu lui donnes une indication. Donc tu dois connaître la langue de la personne. C'est comme le script. Non, je me posais la question, c'est quand vous m'énervez que je parle en alsacien, est-ce que ça va traduire tout seul? Ils annoncent le support de 9 langues, je pense pas que l'alsacien. Comment ça? C'est pas la priorité. Non, mais toi, le switch de langue, c'est important parce que ça veut dire que tu choisis la langue. Mais si tu as, parce que moi j'ai eu plus sérieusement des situations avec des clients où ça parlait plusieurs langues et la langue où les gens étaient à l'aise était différente. Donc est-ce que c'est quoi? Est-ce que je donne une langue à la personne ou est-ce que je donne une langue à la réunion? Non, c'est à la réunion. Et en fait, vu comment ils l'ont présenté dans la démonstration, ça a l'air d'être comme le transcript. Tu choisis bien la langue qui est en train d'être parlée. Ouais, sachant que le transcript, il arrive très bien quand ça parle plusieurs langues. Ça m'est arrivé de me tromper de langue pour le transcript et il s'en sortait bien. Mais donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que typiquement, si je parle avec quelqu'un qui parle anglais en face de moi, ou plusieurs personnes, on choisit la langue principale, on dit on parle tous anglais. Par contre, on me renvoie moi en français. Qu'est-ce que tu vas entendre? Ok. Tes oreilles. C'est plus ça. Ok. Donc tu dois être forcé à parler anglais, mais tu écoutes globalement l'histoire des autres. Tu choisis la langue que eux ils parlent ou la langue que tu veux entendre? La langue qui déjà dans quelle langue le meeting va se passer. Et dans quelle langue tu veux entendre? Et ce que tu vas entendre, c'est ça. C'est un bon transcript. C'est un transcript, ouais, non, mais... Tu lui détermines avant. Parce qu'en vrai, il sait détecter les langues très vite, donc ça se trouve, c'est les étapes suivantes où il va détecter la En tout langue. cas, c'est le support de 9 langues d'abord et ça arrive pareil à partir de. Français dans les 9 Écoute, j'avoue que je ne me souviens plus. Je crois que oui. On va avoir anglais, espagnol, probablement les Si on regarde dans le GIF, peut-être dans la liste, si ça revient. Mais
Je sais pas si on l'a. Est-ce qu'on va le voir? Il y a French, ouais, on va être servi. Et ça, donc ça arrive quand? Ça arrive début 2025. Ok. Et le dernier, tu avais le Project Manager. Agent. Ça, pareil, ça a l'air d'être fou. J'ai hâte de tester. C'est plus adossé à Planner. Donc aujourd'hui, quand tu fais de la gestion de projet dans M365, tu as Project et Planner. Planner, c'est celui qui est le plus populaire parce que c'est le plus simple à utiliser. Et du coup, tu dois mettre en place ton espace, tes différents buckets, et à l'intérieur, tes différents tickets, tu mets tes différentes tâches, tu dois relancer les personnes, etc. Et bien en fait, l'agent, il fait tout à ta place. Donc tu as des templates, ou sinon tu lui dis, voilà le projet que tu veux gérer. Il te crée ton plan Planner, il crée les tâches, il affecte les tâches pour toi, et il va faire il va relancer les tâches pour toi, et vérifier en fait les disponibilités des personnes, parce que dans Planner, tu as une fonctionnalité où tu peux voir le nombre de tâches qui sont affectées en fonction de tes personnes. Du coup, voir si tu as une surcharge chez des personnes, et ben du coup là, il peut te faire le... Ça va me donner des boutons, ça. Moi, j'ai rien, tu vois, plus insupportable que les mails où on te met un tel, t'as assigné une tâche et que tu reçois 25 d'un coup, et tu fais... La pratique, c'est que le problème, c'est aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, défaut d'outils, utilisent leurs propres solutions pour gérer les tâches et la bande passante des gens et qu'est-ce qu'ils ont comme capacité de prod. Donc, en vrai, là, on te dit, tu es une entreprise qui gère l'intégralité de tes salariés dans Planner, ça va bien se passer. J'en connais très peu, malheureusement. Donc, c'est là où cet agent, il est très fou. Mais avant qu'il soit fou dans la vie réelle, c'est compliqué. Moi, je vois plus de clients qui ont fait leur propre solution, qui va de Excel à plein d'autres outils, du DevOps, du Jira ou des développements custo, on nous en commande. Et c'est là que je me dis, mais c'est un bon premier pas. Parce que par exemple, pour gérer un projet local ou à quelque chose pour aider des gens aussi, ou toujours... bêtement, je sais pas, le project manager est pas là à un moment et t'as besoin quand même à ce que le projet soit animé. Non mais c'est vrai, tu pourrais très bien lui attribuer pendant les vacances en disant pense à relancer l'équipe quand même sur ce projet-là. Alors, c'est l'agent qui a le plus de descriptions dans le Book of News, dans l'article associé, donc à voir, parce que ça a l'air d'être assez riche. Il y a un dernier qui n'est pas réellement un agent, c'est un peu un truc hybride entre les agents autonomes et les agents, même les workflows pour automate, ce sont les Copilot Actions. Donc les Copilot Actions, ça permet, en gros, on s'est toujours dit, il y a une fonctionnalité qui est trop bien dans Copilot, c'est le récap. C'est moi le récap de la journée ou de la semaine. Sauf que si tu veux faire ça tous les jours, bah, tu dois retaper ton prompt tous les jours. En gros, les Copilot Actions, ça te permet de mettre une récurrence sur un prompt. Et Microsoft, en fait, a annoncé qu'ils vont mettre un store avec tout un tas d'actions préfets, comme dans les templates Power Automate. Tu as déjà des trucs préfaits. En fait, c'est la même chose d'ailleurs. On va le voir quand on l'a à l'écran, celui-là, je crois, Antoine, c'est ça. C'est le texte à trous, c'est ça. Et en bas à gauche, on voit que tu peux choisir la récurrence, la fréquence. Là, c'est la création d'une action, ça. C'est ça, en fait. C'est ça, tout à fait. La source de l'action. C'est ça. Ok. Et du coup, bon, ça, c'était les nouveautés. Ça, c'est pas mal dans le côté adoption. C'est que souvent, on sait pas trop quoi faire. Là, tu auras peut-être plein de templates, de choses que tu peux automatiser. Et tu lui décris tes tâches. En fait, l'idée, c'est vraiment use case adoption. C'est décrivez-lui vos tâches et puis on va voir ce qu'on peut faire avec. Ça, c'était une nouveauté features agent. Et la dernière, c'est plus un sujet de gouvernance et même une des principales choses que ressortent les clients sur les expérimentations Copilot qu'on a eues, c'est la valeur de Copilot ou le réel ROI que tu génères derrière. Par rapport au coût de licence. Par rapport au coût de licence. Alors déjà, ce qui est bien, c'est que en un an, mine de rien, le nombre de fonctionnalités qu'ils ont ajoutées, en plus avec les interpréteurs et tout qui vont arriver, la valeur, elle grossit quand même pas mal. C'est un peu ce qu'on a vu sur Microsoft 365 à l'époque. T'en parlais dans les premières émissions. Là, c'est la partie Copilot Analytics. Donc aujourd'hui, pour mesurer les KPI, tu avais deux possibilités. C'était par le biais du Copilot Dashboard, donc, qui était une extension de Viva Insight, ou par le centre d'administration Microsoft 365. Copilot Dashboard est porté par Viva Insight. Donc c'était gratuit. Enfin, c'est devenu gratuit avec le temps pour les utilisateurs de licence Copilot. Sauf qu'il y a une fonctionnalité de Viva Insight qui était toujours réservée avec des licences premium, on va appeler ça. C'est la possibilité de faire des dashboards custom par toi-même sans avoir les trucs préfaits par défaut de Microsoft. Et bien là, ce qu'ils ont annoncé, ils ont tout regroupé dans Copilot Analytics. Donc quand tu as des licences Copilot, tu vas pouvoir faire tes propres requêtes et dashboards. Sans dépendre de Viva. C'est toujours Viva Insight qui porte, mais tu n'as pas besoin de licence premium tout à fait pour le faire. Et donc ça, c'est la capture que montrait Antoine.
Voilà, celle-ci. Donc bon, là, c'est un dashboard qui est... Voilà, mais tu peux croiser en fait des données. Donc même si le Copilot Dashboard s'est vachement enrichi au cours de l'année, mais tu vas pouvoir faire des comparaisons, faire des corrélations entre les personnes côté RH qui n'utilisent pas Copilot, tes propres le temps KPI qu'ils passent en réunion, d'adoption, versus voilà. Donc ça, c'est trop cool. Ok, et ça s'appelle comment, ça? Copilot Analytics. Copilot Donc, ça regroupe Analytics. le dashboard dans l'administration N365, Copilot Dashboard et la partie Viva Insight Premium, mais plus focalisée Copilot. Et pour le reste, des métriques d'usage, on va dire, sur le bien-être, etc., il faut quand même une licence Viva Insight Premium. C'est juste la partie Copilot qui... Donc, si on résume les annonces côté Modern Work, on va pouvoir traduire les PowerPoint. Voilà, on va clore d'ailleurs le sujet là-dessus. Non, traduction temps réel, en tout cas sur ce qui est reçu d'un échange du coup qui a été annoncé, qui est assez puissant. Ça, on l'imagine, hein, notamment sur quelques accents anglais. Nous, on sait les francophones, c'est toujours un peu difficile quand tu as un Irlandais en face ou des choses comme ça. Tu seras peut-être content là de le comprendre dans ta propre langue. Ça peut être un peu perturbant l'aller-retour malgré tout d'avoir un retour français, de parler en anglais. Je pense qu'il y a un peu d'agilité à mettre en place, mais par contre, ça montre que ça avance vite parce que on en avait parlé à l'époque, je crois, dans un épisode que Google avait sorti cette news avec le lip sync et tout. Bah, quelques mois plus tard, finalement, voilà, ça va être disponible dans Teams. Teams Premium d'ailleurs ou Non, Copilot. Copilot. Ouais. Il faut avoir Copilot pour avoir ça. Oui, tout à fait. Copilot M365, tout à fait. Ok, important. Donc pas Teams Premium. Et du coup, tes agents spécialisés, dont l'interpréteur, donc qui est à la base de ça, le négociateur, le facilitateur et le chef de projet. Et tu m'as dit les Teams Actions. Les Copilot Actions. Et après, les petites features. Je commence à te perdre, moi, sur tout ça. Et je te ferai un accord. Non, mais Justifie, je pense, le montant de la licence. Enfin, large. il commence à justifier le montant de la licence. Non, mais c'est ce qu'il faut retenir à la fin. Si Interpréteur, c'est puissant. Interpréteur, là. Après, il faut voir comment ça fonctionne. Mais sur le papier, franchement, on se dit, bon... Bah... Tu sais que même dans le coût licence de la Copilot M365, je le glisse là, les gens ne le savent pas forcément, mais tu as une licence Copilot Studio Lite. C'est-à-dire que pour chaque personne qui a une licence Copilot M365, il a accès à Copilot Studio Lite, c'est-à-dire il n'a pas le droit de faire les actions complexes. D'ailleurs, on le voit, les gens qui ont joué avec, dès que tu cliques sur intégrer des actions qui n'ont pas été préfaites, part dans le vrai Copilot Studio. Mais en fait, déjà, donc, tu vois, tu n'es pas obligé, en plus d'acheter du Copilot Studio, tu as déjà une certaine partie on sous-estime tout ce qu'il y a derrière, en fait. Quand même. Voilà. En fait, il y a plein de choses. Voilà, quand un client dit je veux faire du Copilot 365 et puis du Copilot Studio, tu dis tu peux déjà commencer à jouer avec. Même c'est la vitesse d'intégration. 4 roues en moins d'un an. Oui, ça c'est fou. Comme on a pas mal de choses à se dire, on va passer côté Copilot Studio vu que tu as fait l'ouverture. Romain, je te laisse la main. Qu'est-ce qui s'est dit côté low-code, Bizaps, Copilot Studio Alors, pour la partie Bizaps, Power Platform et Dynamics 365, je ne vais pas trop m'attarder dessus. C'est des news qu'on retrouve assez facilement dans le Book of News. C'est plein de petites évolutions sympas, mais qui tournent beaucoup autour de l'intégration de l'IA, de l'intégration de Copilot, de la facilité d'accès et quelques news techniques. Ça, je laisse les gens voir. Moi, je vais plutôt pour m'intéresser à des choses qui traitent à Copilot Studio, puisque tu dis aussi, on doit parler de la révolution. Peut-être les gens nous suivent toujours, s'ils nous suivent. Mais c'est surtout, c'est que pour comprendre les news qui concernent Copilot Studio, c'est que Microsoft, on en a parlé dans les dernières sessions de l'Ignite, des têtes dans le cloud, c'est que Copilot Studio, moi je me suis toujours demandé, mais Power Virtual Agent, c'était cool, c'était le nom qui décrivait le produit. Pour le nom, je parle. On se marre parce que le produit n'était pas fou. Mais le nom était juste. Copilot Studio, Studio pour faire des chatbots. En fait, pas du tout. C'est que là, on vient de passer un an avec un produit qui a passé son temps à bouger toutes les semaines. Et aujourd'hui, en fait, avec toutes les annonces qui nous ont mis là, plus tout ce qu'on a vu depuis quelques mois, en fait, Copilot Studio, c'est le studio pour faire un copilot. Un copilot n'est pas un chatbot. Un copilot est un agent qui doit faire pas mal de choses. Et ces choses-là, ça peut être des choses comme un chatbot, mais un agent peut avoir aucun morceau conversationnel. Comme tu le parlais de fais-moi des sommaires, des résumés, ce genre de choses. Voilà. Donc c'est là-dessus qu'on va lier un petit peu toutes les news dont on va parler. J'aime beaucoup néanmoins cette reprise de définition que tu viens de faire du copilot, celui qui accompagne finalement tes actions. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui, à l'heure de ChatGPT notamment, on mélange un peu le chatbot, le LLM, le copilot.
Et souvent, on compare les deux en disant oui, mais Copilot versus ChatGPT, j'ai vu, c'est moins bien. Et non, et tu as définition. La philosophie de t'accompagner, en fait, réellement. Le renommage en janvier était, je pense, peut-être trop précoce et a fait du mal. Finalement, jusqu'à il y a encore pas longtemps, on était sur un Power Virtual Agent qui avait changé de nom. Ouais. Là, ça y est, on y va, et je pense que ça va être le sujet 2025, on va être dans le studio des copilotes. Alors, par quoi ça commence? Ça a été la news qui a bien sorti, où on a montré une vidéo dans notre dernière émission, les agents autonomes, Autonomous Agents. Super vidéo qu'on trouve facilement sur YouTube pour rappeler aux gens, qui montre des cas. C'est quoi la notion? C'est ce que tu disais, c'est des déclencheurs qui permettent d'abonner une logique à n'importe quoi. Tous les déclencheurs de la Power Platform. Donc, arrivée de mail, texte saisi dans un chat, discussion, fichier modifié dans SharePoint, nouveau fichier ajouté, tout ce qu'on peut imaginer, ce qu'on fait dans tous les use cases. Et derrière, ce qui est intéressant, c'est que c'est dans Copilot Studio qu'on fait ça et pas dans Power Automate. C'est le studio pour enrichir avec de l'IA un Copilot. C'est aussi ça la différence entre un Power Automate et un Copilot Studio. Et qu'est-ce qu'il montre dans ces use cases? C'est que cet agent autonome, on lui a décrit un prompt. Et dans ce prompt, on lui a dit « Je veux que tu ailles me chercher dans telle et telle adresse email ou telle boîte mail tous les mails qui traitent de ce sujet-là. Ce sujet-là, je veux que tu m'extrais telle information, etc. » Et il y a une partie totalement autonome qui est, par exemple, extrais-moi tous les centres d'intérêt de la personne pour la Power Platform. Ça, il sait le faire tout seul. Par contre, si je veux, va les comparer avec les informations que j'ai dans la base de prospects sur ce client, là, il faut un connecteur avec ma base de prospects. Ce connecteur-là, soit si c'est du Dynamics 365, j'ai juste à lui rajouter dans sa collection de ce qu'il peut utiliser le connecteur Dynamics. Si j'utilise un outil custom, il faut que je lui mette mon connecteur custom. C'est autonome à deux niveaux. Du coup, autonome, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a son signal, le trigger, l'événement qui déclenche, il agit. Il agit. Ouais, tu n'as pas besoin de le lancer. Bon. Mais bon, à la rigueur, ça, c'est de l'event-driven. C'est pas surprenant. Par contre, il est autonome dans certaines tâches que tu lui donnes. Le choix des actions. C'est-à-dire toutes les actions pour vulgariser, un ChatGPT 4o serait faire tout seul, il les fait tout seul. Okay. Toutes les actions où il aurait besoin d'un connecteur, si tu lui as donné le connecteur qui va bien, il le fait. Sauf que, et c'est là où on rajoute des choses que des gens ont déjà vues en preview. En fait, beaucoup de choses sont en preview pour beaucoup de gens, mais là, on les met tout ensemble. C'est que tous ces connecteurs, toutes ces actions, toutes ces choses que tu lui mets en mémoire, dedans, dans sa bibliothèque, elles sont décrites par un prompt. Okay. Et voilà. Et donc, on a des prompts qui appellent des prompts, qui ont des prompts en entrée, qui ont des prompts en sortie. Voilà, en fait, on est dans des poupées russes. Et en fait, on va avoir souvent, les gens, ils essayent de faire un truc énorme qui décrit tout. C'est surtout, on va avoir un contexte d'exécution et un ensemble de tâches. Et à l'intérieur, on va avoir d'autres qui vont s'appeler les uns les autres. Et donc, je donne ces informations de contexte pour comprendre les news qui changent tout, qui vont arriver. Ça, c'est des choses dont on a déjà parlé. Mais en vrai, peut-être pour les gens qui ne le savent pas, c'est la grosse news, ce repositionnement ou le vrai positionnement de Copilot Studio, comme j'ai envie de l'appeler. Et derrière, pour balayer assez rapidement les gros sujets qui, moi, m'ont beaucoup plu, c'est que j'ai toujours expliqué à mes clients, si vous faites de la différence fondamentale et profonde en dehors de toutes les limites techniques d'un Copilot Studio chatbot sur la partie IA et Azure OpenAI, c'est le fine-tuning. Je n'en ai pas dans Copilot Studio. Voilà, tu n'es pas content du résultat. Il y a Azure OpenAI. Voilà, globalement, c'est ça. C'était ce qu'on expliquait jusque-là. Alors, en vrai, j'ai un gros PowerPoint. Le modèle général ne te plaît pas. Voilà. Bon, après, j'ai un gros PowerPoint qui liste plein de choses, qui explique quoi, mais c'est globalement ce point-là, je ne peux rien y faire. Tout le reste, on peut un peu, mais voilà. Et ce qu'ils nous disent, c'est que, et c'est ça ce qu'on va montrer à l'écran là, très rapidement, en fait, c'est qu'on a plusieurs choses qui vont arriver. Déjà, on va avoir des suggestions de connaissances par rapport au sujet qu'il est en train de traiter et d'échanger avec toi. Que ce soit de traitement de fond, pour ses réflexions, parce que tout ce que je dis là est valable avec ou sans chatbot. Puisque lui-même, quand on va lui demander de traiter une tâche, on va lui donner une base de connaissances pour traiter ces tâches. Donc, on a déjà des suggestions de connaissances qui arrivent. Donc ça, ces suggestions de connaissances, c'est en plus de tout ce que je lui ai donné, il regarde dans les documents que je possède et auxquels j'ai accès pour enrichir. Et la deuxième slide, en fait, qu'on montre dedans, c'est un focus sur, ils appellent ça fix gaps. C'est-à-dire, en gros, tu as des problèmes dans ta base de connaissances, je les ai détectés parce que tu as des questions qui ne donnent pas des réponses satisfaisantes ou alors je sens que, il sait que la réponse n'est pas bonne ou on lui a dit que la réponse n'est pas bonne. Et là, en fait, on va, ce qu'on voit à l'écran, enrichir avec un prompt à droite pour améliorer. À gauche, j'ai les questions sans réponse. À droite, j'écris un prompt. Sauf que, petite chose qui est arrivée discrètement, c'est que quand j'écrivais un prompt, comme toi, tu as l'habitude de faire des prompts à la Copilot 365, j'écris un texte,
texte, etc. Et toi, tu as commencé à le voir dans le dernier exemple, quand tu m'as parlé de ce prompt où tu disais, regarde là en bleu, c'est pour la semaine, fais-moi le résumé. En fait, nous, on va un cran plus loin, c'est qu'en fait, on a magie. C'est une zone, regardez bien, PowerFX. Voilà, c'est du langage de code, si je veux. Et comme toujours, on a 2 niveaux en Copilot Studio, le niveau où je pioche moi dans les variables et un niveau où je peux même mettre du code. Donc ça veut dire là que je vais faire du prompt que j'enrichis et que j'ai accès potentiellement à soit des variables d'environnement, des variables locales, des résultats d'action. Et donc, par exemple, on peut lui dire, tu as eu telle information, il s'est passé telle chose, donc le contexte a changé, et donc ta réponse par rapport à cette question se fait par rapport à telle information. Voilà, ça commence à devenir très sexy. Du coup, si je me trompe pas, côté Power Platform, tu as ce qu'on appelle des variables d'environnement. Il y a des variables. En fait, ils ont un contexte d'exécution, ils ont un environnement d'exécution, tu as un contexte local à l'action qui se déroule et tu as un contexte global à ton agent. Tu peux imaginer une application qui met à jour des variables d'environnement, ce genre de choses, et tu peux avoir à côté tes agents Copilot Studio qui vont aller piocher des... C'est ça. Et c'est lié à une petite information qu'ils ont sortie discrète, et je ne m'attarderai pas dessus, mais les gens vont comprendre. On va avoir, je vais mettre des gros mots, le SDK Developer Copilot Studio. Pour faire la passerelle avec les Azure, non? Les gens qui ne connaissent pas ce mot, ça veut dire qu'aujourd'hui, Copilot Studio, qui était du no-code, low-code, d'ailleurs, on peut faire du vrai no-code. On va ouvrir la porte aux développeurs. C'est ça. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, dans Copilot Studio, quand je dois faire du dev, soit je demande qu'un développeur me développe un connecteur custom, soit je remplace ce morceau-là par une invite IA. C'est-à-dire, je vais dans le hub IA, il y a un truc qui s'appelle invite IA en français, donc prompt. Et c'est fais-moi tel traitement, telle modification, prends-moi telle ligne d'information au hasard. Je faisais ça dans un prompt pour ne pas utiliser le développeur. Mais du coup, voilà, c'est des contournements pour faire du no-code. Et en low-code, je demandais à un développeur de me faire des connecteurs, un peu de paramétrage, quelques lignes, un petit parse JSON à droite à gauche. Et voilà, là, je vais avoir le SDK. Donc, hop, encore une petite news en plus. Petit enrichissement. C'est ça. Et quand tu commences à mettre, je dis, attends, j'ai un SDK, j'ai des lignes de code, j'ai un prompt que je peux fine-tuner et personnaliser. J'ai Visual Studio, en fait. Mais dis-moi. Ah, mais tiens, mais dis donc. Et je faisais pas du no-code à la base. Et petit truc qui se rajoute derrière, je vais avoir un connecteur dans les agents, donc une action qui va être le petit doux nom de Azure AI Search. Exactement. Okay. Tu vois, quand je rajoute pour ça, mon intro était un peu longue, mais maintenant vous comprenez les impacts de ces news. Ça aussi, même sujet que Copilot M365, on se pose la question de comment c'est indexé derrière, comment tu gères toute la partie vectorisation, notamment des documents, c'est un peu boîte noire. Là, du coup, tu as un accès direct à AI Search. Alors, tu me fais la transition avec l'autre petit détail, c'est que je vais... Justement, c'est que je vais avoir accès à, en plus du tuning, en fait, le tuning, c'est un peu l'effet conséquence de la news, c'est que la news de base, c'est qu'en fait, je vais surtout avoir accès à d'autres modèles que celui de base qui est dedans. Donc, je vais pouvoir accéder, je suis obligé de dire, je vais avoir des choix sur choisir mon RAG, je vais pouvoir choisir des modèles, les génératifs modèles, je vais pouvoir les choisir moi-même, en plus de toutes les sources de données habituelles et tout ce fine-tuning. Donc, on parle de fine-tuning, variabilisation, code, choisir son modèle, choisir son RAG, ça commence à devenir assez dingue. En fait, en théorie, le moment où tu dois passer potentiellement sur de l'Azure, en fait, tu le retardes un peu plus. C'est pas que je le retarde, c'est que moi, je trouve que souvent que les copains qui bossent vraiment sur la partie dev AI, souvent leur demandent des trucs un peu bateaux. Moi, je trouve que pour les trucs bateaux où on les embête, moi, je m'en occupe. Par contre, eux, je vais pouvoir les faire se concentrer sur des vrais, vrais sujets intelligents. Quoi. Ça garde la logique fondamentale de la Power Platform, c'est tout ce que tu peux faire toi-même, peu accessible, tu dois pouvoir le faire. Et en effet, le fine-tuning ou des choses comme ça, finalement, l'amélioration personnalisée de ton modèle, etc., ne se fait finalement qu'avec l'enrichissement de doc, la base de connaissances verticalisée, etc. Pourquoi tu pourrais pas le faire? Enfin, pourquoi c'était réservé à Azure? Donc, si tu veux vraiment décupler les use cases GenAI en entreprise, ça n'empêchera pas d'avoir toujours les équipes applicatives, des enjeux d'ailleurs d'infra, déploiement de landing zone, etc. Et de vrais apps qui tournent, qui ne sont pas basés sur du low-code. Je rappellerai toujours, c'est qu'il y a une étape qu'aujourd'hui on n'a pas dans Copilot Studio qui fait les choses. Aujourd'hui, un Copilot Studio, quand on fait un agent dans Copilot Studio, c'est une capacité à comprendre la demande ou le déclencheur. C'est une capacité à trouver de l'information pour répondre à ce déclencheur. Et c'est une capacité à générer une réponse. L'IA sur mesure fait des choses en plus. Non, mais c'est ça. Et puis tu l'as bien dit, pour
faire des copilotes. Voilà, des Ce agents. que tu fais côté Azure OpenAI, tu fais pas que des copilotes. La partie agent ou même agent Non, conversationnel je vais te donner un n'est exemple. qu'une partie de ce que tu adresses finalement. Je vais donner un exemple. Une étape que sait très bien faire Azure OpenAI, c'est entre le moment où j'ai trouvé une information et le moment où je génère une réponse, quand toi, tes équipes travaillent là-dessus, ils vérifient aussi l'adéquation entre l'information trouvée, la question et la réponse générée. Aujourd'hui, Copilot Studio ne fait pas cette étape intermédiaire et du coup, j'ai des use cases où on me dit je cherche une information dans un document par rapport à un certain contexte. Malheureusement, il a mélangé, il a pris 3 sources. Il y a une source qui parle d'un client A et d'un client B, et il va donner la réponse du document A au lieu de donner la réponse. Parlé, Voilà. c'était la groundedness detection C'est ça, de et mémoire ça, il ne qui l'a fait pas un encore. contrôle entre la question, la réponse, et si l'info est dans le doc, il y a plusieurs levels en gros de check. Ça, il n'y a pas de raison que ce soit réservé à Azure, en vrai. Mais ça, je ne l'ai pas Tu l'as pas encore. encore. Je ne l'ai pas encore de niveau paramétrable. C'est marrant par rapport à deux explications. En fait, la boucle, elle est bouclée. Parce qu'à l'époque de la Port Platform, tu te rappelles, on me disait, il y a une hausse en termes de besoins applicatifs et en termes de développeurs, ça ne suit pas. L'offre ne suit pas la demande. Et là, c'est pareil sur les développements IA. En fait, il y a tellement de cas d'usage et de demandes qui arrivent. Ça suit plutôt bien parce qu'on parle pas. Enfin, si tu regardes le moment où on l'avait annoncé cette fonctionnalité, on parle de quelques mois de décalage. Non, Et je au te final- parle de la partie de besoin d'avoir exclusivement de développeurs IA, tu vois, bien et tout, pour ces trucs-là, tu vois, d'entraînement, comme Et tu surtout que j'ai un disais, SDK, ça veut dire qu'on va être plus proche. Par contre, je vais faire un truc qui est en train de se créer là. j'ai ça. Alors là, je reviens. Invitation, Romain. Là, je reviens avec toi. Tu nous as beaucoup parlé de l'intégration de la voix et des sujets voix de traduction automatique. Aujourd'hui, le multimodal en Copilot Studio, j'appelle ça le multimodal de l'arnaque, parce qu'en fait, c'est juste que de façon... je suis un peu trash, mais en vrai, aujourd'hui, c'est juste Direct Line Speech, le service Azure de voix. En fait, qu'est-ce que je fais dans un Copilot Studio? C'est, je le mets, donc mon agent, il travaille en mode texte, il envoie... Voilà, c'est du speech to text et du text to speech déguisé. Et la problématique, c'est si je veux commencer à faire des intégrations dans d'autres applis, etc., il faut que lui vienne s'intégrer. Ce qui nous explique là, c'est que le multimodal va devenir natif aux agents Copilot Studio. Donc, toi, monsieur, qui dans ta réunion Teams parle dans plusieurs langues et répond et que chacun parle sa langue, ça ne sera plus un problème, que du coup, lui-même aura de façon native, il va travailler en voix, il va plus réfléchir. Là, aujourd'hui, c'est la voix, en fait, elle est retraduite en texte pour réfléchir. Ce qui te dit, c'est qu'il va pouvoir faire comme toi, réfléchir directement en voix au lieu de retraduire en texte. Tu vois, moi, c'était une des déceptions que j'avais là sur Ignite par rapport à la voix. Je m'attendais à une petite espérance que l'intégration native en fait de la voix soit intégrée dans Copilot M365, comme on a comment s'appelle la fonction, mais la conversation temps réel. Le real-time speech, tout à fait. C'est fait à la québécoise. C'est dommage. Et du coup, je l'attendais, mais ça va arriver. Pour moi, c'est aussi une question de capacité. Le real-time speech, ils l'ont ouvert côté Azure, mais du coup, ça se réserve à un aspect tech sur des apps un peu clés. Ils n'ont pas envie que tout le monde, du jour au lendemain, joue avec la voix de Copilot et fasse exploser les data centers. Je pensais surtout à la partie accessibilité. Mais ça viendra. Alors, c'est très peu connu et utilisé. Les gens pensent Copilot, agent Teams. En vrai, il faut rappeler que la liste de choses et des outputs il est trop tôt. C'est plus joli en anglais. En fait, c'est tout ce qu'on veut. Par exemple, il y avait une société de transport française qui voulait remplacer son chatbot grand public par ça. En fait, c'est-à-dire qu'on peut l'intégrer dans ce qu'on veut. C'est aussi ça la news. Il y a un autre point pour quand même un petit peu s'intéresser à mon collègue à côté, c'est qu'on a des liens avec Fabric qui arrivent. On a des liens sur de l'analytique qui arrivent. Donc en fait, c'est peut-être logique, je ne m'y attarde pas plus en détail. Et le dernier, attention, roulement de tambour, je l'ai gardé pour la fin. Ils nous ont lâché un truc, il n'y a que 3 lignes, il n'y a pas encore de capture d'écran, on n'a rien vu. Il s'appelle Copilot Control System. Voilà. Voilà. Oui, hein, voilà. Une énorme ouverture. C'est une collection pour le personnel IT de fonctionnalités qui gère les accès à la data, des policies de sécurité, de la gestion de contrôle, gestion des agents, des rapports sur des mesures et des outils pour traquer l'adoption et la valeur business. Et ça sera dans notre présentation le 3 décembre si on a des captures d'écran. Exactement. Aujourd'hui, en fait, c'est quelque chose qu'on attend, mais qu'on n'a pas, qui n'est d'ailleurs pas dans le Book of News. Il faut aller fouiller dans le détail approfondi des news. Et voilà. Mais on a le nom. C'est ce qui est perturbant, c'est que t'as la keynote, t'as une partie d'infos, t'as le Book of News, t'as des news en plus, et t'as
tous les product managers que tu as sur LinkedIn où tu sors des trucs que tu as vus ni dans l'un ni dans l'autre. Et Et il tu le dis, mais balance. tu l'avais vu ça? Voilà. Rattraper les Ignite, c'est pas facile pour avoir tout. Donc si on résume, Romain, du coup, sur tes sujets, principalement Copilot, du coup Studio, qui devient réellement Qui porte son nom. qui porte son nom, qui amène beaucoup plus de possibilités. Et donc les agents autonomes, on en avait déjà parlé la dernière fois, mais finalement, c'est réaffirmé, du coup, pour tout le monde sur l'Ignite. Et je retiens à la fin, surtout, le... Copilot Control System, faut le dire. Et j'ai oublié la petite news détaillée qui n'est dans aucun document et qu'on a juste vu. Copilot Studio Pay as you go. Ah oui, alors oui, c'est ça. Ah, c'est toi qui me l'avais. Ouais, c'était dans comment dire, les talks d'après l'ouverture officielle de Satya Nadella. À un moment, il y a ce petit screenshot Pay as you go dans Azure. Et ça boucle la boucle. Pourquoi Alors- ils ont besoin de faire du Pay as you go? Parce que j'ai décrit plein de fonctionnalités qui consomment de l'Azure. Aujourd'hui, par exemple, si je veux remplacer, utiliser des agents qui n'existent pas ou des connecteurs qui n'existent pas, par exemple, je veux utiliser des prompts ou des invites du Hub IA, donc ChatGPT 4o derrière, pour faire des traitements à ma place, qui ne sont pas dans Copilot Studio, mais qui sont dans la plateforme IA de Microsoft. Je suis hors abonnement Copilot Studio et je consomme des jetons IA. Donc on commence à avoir une problématique de facturation qui est, alors attends, entre le bout en M365, le bout en E3, le bout là, c'est invivable. Donc je trouve très intéressant cette logique de Microsoft de Pay as you go, puisque finalement l'intégralité de tes services est en Pay as you go. Donc ce sera creusé sur l'impact, côté licensing, logique aussi, de finalement, est-ce que c'est tout qui passe en Pay as you go? Est-ce que c'est juste la partie côté Azure finalement de ton Copilot Studio? Mais en effet, c'était passé un peu sous les radars et on l'a ressorti à la fin, on le détaillera sur le prochain. Et en plus, c'était marqué pour le 1er décembre, Là, c'est demain. là, tu connais déjà tes deux sujets exactement pour la prochaine fois, le Copilot System et le Pay as you go. Nicolas, si on bascule côté data, fabrique, alors... Beaucoup de news. Alors, je m'attendais pas à ça. En fait, on est tellement resté un peu sur notre fin aujourd'hui en mode... Ah, J'ai Ouais. voilà, j'ai Bah du après, mal à choisir. on a eu la convention en septembre, on a eu plein de choses. Après, t'as eu un événement dédié à C'est ça, Fabric. t'as eu quand un même, événement la dédié à Fabcon. Fabric. Ouais, t'as eu Fabric. C'est une conférence, c'est ça. Non, voilà, allez, il y a on va essayer de faire 3-4 news quand même. Non, il y a une grosse 70 info. nouveautés à la conférence, effectivement, on est un petit peu moins. Il y a une grosse info, il y a une nouvelle expérience. Voilà. On l'attendait, j'avoue, on l'avait, bon, Vous vous rappelez, Fabric, hein, c'est Voilà. des expériences, data engineering, data science, etc. Data Factory, Power BI, évidemment. Exactement, qui fait partie des C'est expériences. un pub de parfum, ce que fait Fabric, c'est pas un produit, c'est une C'est expérience. une expérience, exactement. Une suite d'expériences. Donc, du coup, quelle nouvelle expérience tu nous proposes aujourd'hui? Alors, une expérience que personne ne connaît. Hein. Ça s'appelle les databases. Donc, en gros, on met SQL serveur dans Fabric. Oh, c'est de la vie d'État. Oh, mais disons que. Peut-être pour se mettre dedans. Explique, parce que quelqu'un qui ne comprend pas, il dit mais il y a déjà du SQL partout. Sérieusement. Pourquoi ça fait un peu marrer et mais qu'est-ce qu'on avait déjà avant? Alors, bon. Prenons- Se donner avant. Pardon. Plus sérieusement, en fait, l'intérêt d'avoir les bases de données SQL transactionnelles dans Fabric, C'est le gros mot, je pense qu'il faut insister pour vulgariser. C'est le mot transactionnel. Avant, c'était analytique. on était sur du décisionnel. Voilà. On est sur du. Et sur de l'OLAP. On était sur l'OLAP et on avait des warehouses, des lakehouse quand même, donc on avait quand même une technologie qui s'approchait de la. Là, on est. C'est sûr. Non, parce que la nouveauté est tellement bon. Pas une nouveauté que. Moi, je pense que c'est au-delà de la nouveauté, c'est la réaction à chaud que ça avait eu pendant la préparation. Exactement. En vrai, c'est une grosse annonce. C'est juste qu'on a le fou rire de Tar. De la préparation même de... Non, mais c'est parce que l'annonce en est une et n'en est pas une en fait. Non, ce qui est important, c'est qu'on va avoir le CI/CD. Ah, vous m'avez Ça a enfin mis une voyelle depuis tout à l'heure. Non, ce qui est important, c'est de savoir que les bases de données, donc SQL, hein, des bases de données SQL, hein, quelque chose de très connu, faut être managé à l'intérieur de Fabric. Ça va être très long. C'est très long. Ça va passer, ça va passer. Et donc, le but, c'est surtout de supporter la donnée d'application. Si je résume. Ça. Exactement. Donc, on passe sur des bases de données transactionnelles.
J'ai l'impression d'être dans tu sais, C'est allé pour le best-of. ouais, dans les best-of météo, etc. Et ça nous était pas arrivé, faut le dire, ça nous était pas arrivé depuis 1 an et demi. On l'avait pas eu ce fou rire. Et c'est quand même, je te coupe, c'est quand même sur un des seuls épisodes non live qu'on arrive à le faire. Et du coup, pour moi qui suis pas de ce monde, pour vulgariser fortement, c'est que avant j'avais du SQL Server pour faire de la business intelligence, et maintenant j'ai du SQL Server pour j'ai un applicatif métier, je peux gérer sa base de données dans Fabric. Alors qu'avant, je n'avais que la partie cube et reporting de mon applicatif métier dans Fabric. Maintenant, j'ai en plus la partie vie de mon application au quotidien. C'est à peu près ça pour vulgariser. Ouais, C'est exactement. Non, c'est parce que c'est juste que la fonctionnalité est tellement basique. Enfin, elle est basique, mais non, on bénéficie de tout ce qu'on a dans Fabric. Copilot, le CI/CD, n'oublions pas. Donc c'est vrai qu'on va avoir quelque chose d'un petit peu assisté, managé. C'est quand même un peu... Non, c'est juste que... Le pire dans tout ça, Nicolas, c'est que tu as fait en plus tout à l'heure, avant qu'on débriefe. Non mais... du coup, tu l'attendais, oui. Alors, tu vas pas la dire. Le Data Hub. Mais oui, c'est ça, c'est que ça annonce officiellement le passage d'une data platform Analytics. Non, c'était pas ça. Non, c'était quoi? C'était d'une data platform. Non. On va passer sur de la data Platform Analytics à une data platform. Voilà, une plateforme de données, une plateforme data dans Fabric. Donc c'était un peu tout le débat. Hein. Ça fait longtemps qu'on dit à nos clients, de noter. aujourd'hui, ce qui est Fabric, ça ne couvre pas tous les use cases de l'entreprise. Souvent, l'intégration, c'est un peu là où le bas blesse. On trouve aujourd'hui. Si tu avais des bases SQL, en effet, qui supportaient l'applicatif, ça n'était pas dedans. Aujourd'hui, c'est disponible. Ça ouvre réellement la notion de data platform. Et c'est un peu comme ça qu'ils l'ont présenté. C'est qu'ils veulent que toute la data de l'entreprise soit dans Fabric, idéalement. Alors, du coup, ça veut dire que si j'ai envie, je mets des bases SQL d'un SharePoint on-prem dans Fabric. Ouais. Ouais, mais du coup, elle serait plus on-prem. Par contre, non, ce qui est intéressant, c'est pour l'entreprise. Moi, je prends l'entreprise un peu moyenne qui n'a pas beaucoup d'infra et du coup, qui se dit, j'ai acheté une data platform. Pourquoi à un moment, pour tel applicatif, j'aurais pas finalement ma base transactionnelle dans ma data platform. Par contre, ça pose des gros sujets pour l'entreprise qui a déjà beaucoup d'infra Azure. Demain, quelle est la raison qui t'amènerait à migrer dans Fabric? Pour moi, aucune, parce que le mirroring entre des bases Azure SQL DB et Fabric, tu l'as déjà. Donc en fait, à part le rapprocher dans une expérience SaaS... Le coût peut-être? Non, c'est pas dans une grande structure, parce que le coût finalement... Et puis sur du transactionnel, ça va venir te bouffer ta capa... aussi, ça c'est pour moi, c'est la vraie inquiétude, c'est la capacité de ta capacité finalement. Comme disait Ken, peut-être pour les petites structures qui n'ont pas forcément les skills ou peut-être les profils pour gérer une plateforme Azure, peut-être que c'est plus accessible, non, côté data. Moi, je vais te donner un use case, grosse entreprise. Jadis, il y a maintenant 12 ans, j'ai eu un use case pour une très grosse entreprise qui avait à la fois une partie business intelligence assez conséquente, c'était traiter fournir en temps réel des informations pour faire du reporting sur l'activité des plateformes pétrolières sur la planète qu'elle gère. Donc là, on a une partie data, elle est costaud. Et c'est quoi le lien avec ce qu'on vient de dire là? C'est que le problème, c'est que ces plateformes pétrolières, elles n'ont pas un data center local. Les mecs, les données, elles étaient traitées en Excel en temps réel. Alors avec des Excel qui cassaient les quotas. À l'époque, on avait encore la limite des 65 000 lignes. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait un applicatif qui traitait en temps réel les Excel, avec toute une base de données métiers et d'un système de validation, de tracking qualité. Et ensuite, ça partait. Donc, j'avais un applicatif métier dédié à la transaction des données avant qu'elles arrivent dans ce cube. Et moi, je repense à ce cas-là d'il y a 12 ans. Je trouve qu'il serait très intéressant dans ce cas-là de tout rassembler au même point. Ce qui me perturbe, c'est qu'aujourd'hui, quand tu n'as pas qu'une base de données. Enfin, tu as ton app, tu as un ensemble de ressources, de services. Pourquoi tu irais isoler la base de données? Plateforme pétrolière, très mauvais réseau, fichier Excel, besoin de traitement déporté. En fait, tu vois, je te prends un use case vraiment qui était... Alors, il était il y a 12 ans, mais tu vois, tu as un use case... Alors, je te trouve un use case, il va falloir en trouver, je pense, Microsoft en a d'autres. Après, c'est peut-être une question de gouvernance ou d'expérience facilitée. Si finalement, graphiquement, tu as vraiment... Pour l'avoir testé, c'est surtout ça. Donc, tu l'as testé parce que c'est déjà disponible depuis ce matin, c'est ça l'info quand même? Oui, disponible. Plus ou moins. Parce qu'en fait, j'ai vu quelques petits bugs. Bon, voilà,
Mais on est dans une Ça logique. fonctionne avec une. Si c'est plus facile à capacité utiliser d'essai, que tu vois de mettre ça en place de côté Azure, on est dans une logique low code, no code, tu vois. Enfin, Non, mais En fait, on est dans une logique easy to use et easy to set up. il y a le Copilot ça. Fabric, non peut-être Et derrière. manager. Tu peux l'exploiter avec Copilot Fabric derrière. Oui, aussi, bien sûr. Alors, ça fait partie des Non, mais choses. ça fait partie de l'expérience, c'est ça. C'est que par rapport à ton Azure où tu es côté admin, etc., et du coup, pour avoir l'habitude d'Azure pour aller déployer ton SQL, etc., là, tu restes dans Fabric. Le easy to deploy, tu as besoin d'une base opérationnelle. En un clic, tu l'as deux, du coup, elle est créée. Et du coup, tu gardes toute l'intégration aussi avec le reste de la chaîne. La question, c'est est-ce qu'ils vont ramener toutes les autres bases aussi, type Postgre, Cosmos demain ou, J'ai pas l'impression, je pense pas que l'idée ce soit de multiplier les expériences. Sans jeu de mots. Non, mais. Oui. Non, on oublie aussi. Non, on oublie le CI/CD aussi qui est important. Dans une base SQL, le CI/CD n'est pas nécessairement intégré. Là, il est intégré par défaut. Donc, on a aussi ce côté un petit peu. Ah, notre base de données, finalement, sa structure est dans du CI/CD, donc stocké dans un repository, c'est Je te vois à l'écran, et c'est la solitude. Du coup, donc ça, c'était quand même Alors, une grosse info. Ils l'ont annoncé des remarques quand même, donc il faut quand même activer la fonctionnalité dans le tenant. Donc ça, d'un point de vue gouvernance, tu peux te dire, Ils vont le activer de force. C'est comme nouveau. Parce que dans Fabric, souvent, c'est activé de force. Alors, c'est en preview, pas activé, mais j'ai quand même réussi à l'utiliser en passant par une capacité d'essai. Alors, ce qui est drôle, c'est que sur le tenant que j'ai, c'est marqué quand j'essaie de l'activer, enfin d'en ouvrir une, enfin, c'est une nouvelle base. J'essaie d'être premier mot. Ça me met, il vous faut une capacité d'essai. Ça me met pas, vous n'avez pas le droit. Il vous faut une capacité d'essai. Et du coup, quand je passe le workspace dans la capacité d'essai, là, j'arrive, même si sur le tenant, c'est désactivé, j'arrive sur une capacité d'essai à monter ma base de données SQL. Bon, c'est pas tout à fait sec, ça reste de la preview, mais voilà. Donc, ça a le mérite d'exister. Maintenant, c'est vrai que c'est une expérience qu'on attendait un petit peu sans l'attendre. Il y en a peut-être d'autres qui vont arriver après. Voilà, c'est pas la plus attendue pour moi et c'est la plus facile à mettre en place aussi pour Microsoft. Mais ça ouvre la porte, comme moi je te disais, pour Copilot Studio, où je deviens le studio des agents Copilot. Toi, finalement, c'est de passer de la Fabric, la plateforme de data analytique, à la vraie data platform. Et tu ne peux pas être une vraie data platform sans ce type de fonctionnalité. C'est ce que tu avais envie de le dire. Non, mais par contre, enfin, la remarque, et quand tu l'as dit tout à l'heure, ça sonnait beaucoup mieux que du réchauffé. Mais c'est vrai que c'est l'ouverture purement plutôt ce qu'on défendait jusqu'à maintenant. Ouais, c'est une plateforme BI, c'est pour faire de l'analytics. Voilà. Ah, aujourd'hui, ça ne fait pas que ça. Tu peux faire tout type de traitement de données logiquement dans ta data platform. C'est peut-être plus de C'est monde. important de le dire. Exactement. Je suis content, j'ai des connecteurs Fabric, ça va En marcher. petite news, il y a quelque chose pareil. C'est passé un peu. Enfin, on en saura plus demain, je pense. C'est l'open mirroring qu'on a vu passer et qui nous interroge beaucoup. Pareil, j'ai essayé de tester. Bon, c'est pas tout à fait sec. Ça ouvre effectivement alors du SQL mirroring, une sorte de base de données SQL mirroring, donc mirroré. Bon, ça. Par contre, ça peut être énorme. Créer un Alors, item. on rappelle le mirroring. virtuel dans la Power Platform, non, c'est. Le mirroring, c'est ce qu'on appelle le change data capture. C'est que notamment alors il existait dans Fabric aujourd'hui sur Snowflake, sur les Azure SQL DB par exemple. Exactement, c'est que je crée un lien entre ma base source et ma base cible et je réplique en temps réel la donnée. Je la double globalement. Des scénarios de Et sauvegarde, non, j'imagine. Bah non, pas forcément. Juste pour avoir la donnée d'une donnée source sans avoir à mettre en place un pipeline, quelque chose de Exactement. complexe à mettre en Aussi de la place. géo, c'est-à-dire de ne pas être sur la même plaque géographique. T'as plein de raisons qui t'amènent à le faire et du coup, par contre, l'intérêt, c'est que pour faire ça, il faut être proche de la source pour écouter le changement quand il y a une ligne qui se crée, par exemple, et qu'elle puisse être tout de suite dupliquée. Donc, c'est des systèmes particuliers en data qu'on appelle le CDC, Change Data Capture, qui est assez recherché par les clients, notamment quand tu es à l'ère du cloud aujourd'hui, que certains clients ont des grosses bases on-prem, des choses qu'on appelle des always-on, qui est dans l'assurance, qui tourne tout le temps, etc. Bah, tu as quand même envie de dupliquer ta donnée quelque part pour déjà avoir de la sauvegarde, tu as raison, ça peut être ça, ou travailler côté cloud la donnée. Et du coup, par contre, construire des pipelines pour l'envoyer et surtout avoir ce côté de détection de l'événement qui arrive est compliqué à faire. Donc là, ils en avaient annoncé quelques-uns officiels en disant on a le mirroring Snowflake,
comprend un peu la stratégie qu'il y a derrière, etc. Par contre, là, il y a l'open mirroring qui laisse penser qu'on aurait un change data capture un peu plus global, facilité pour l'ensemble des sources. C'est un peu décrit comme ça dans le Book of News. Alors, techniquement, on n'a pas vu ce qu'il y avait derrière. Voilà, pour l'instant, c'est un peu une coquille vide. C'est une coquille vide. Maintenant, il faut voir. Je pense qu'effectivement, c'est vraiment une preview. Alors, c'est peut-être même une private preview. Il parle de preview. Je ne sais pas si c'est une private preview. J'ai commencé à voir l'item. J'ai essayé de le déployer. Ça m'a déployé vraiment une coquille vide. Oui, De base de données, mais rien dedans. Faire pour l'instant. Voilà, et pas de mirroring avec quoi que ce soit. Mais on traitera ce sujet la prochaine fois parce que ça peut être très intéressant. C'est dans les workshops de demain. Pour rappel, l'Ignite, nous, on fait l'ouverture de la keynote et les quelques talks derrière. Par contre, c'est 3 jours de workshop avec, je crois, plus de 300 workshops globalement présentés. Donc, il y a des deep dives. La plupart des choses qu'on a annoncées aujourd'hui sont détaillées par la suite. Donc, on aura l'occasion de le retraiter. Donc, on avait les databases et le mirroring. On a les AI functions maintenant aussi disponibles. Donc, dans des notebooks, on peut utiliser des fonctions d'IA avancées comme la summary text, comme tout ce qui est en code, en fait, classification. Tu appelles ta fonction directement dans ton notebook. Voilà, tout à fait. Sans avoir besoin d'appeler les agents. Ce que je te disais, c'est que il l'avait introduit côté du Synapse à l'époque. Oui. Tu avais quelques fonctions comme ça intelligentes que tu pouvais appuyer. En lien avec tes skills, tout ça que tu peux avoir. Non. Ça, c'est autre chose. Non, le skill, c'est le fait d'appeler un système intelligent externe via finalement une passerelle que tu as créée avec, par exemple, toute ta partie Azure AI Service. Là, c'est dans le code, tu as une fonction intelligente. C'est ça. Purement. Get truc, juste translate. Parce qu'on avait vu un use case super rigolo où toi, tu avais des morceaux d'IA qui te généraient des requêtes, du code, etc. Et moi, avec les morceaux d'IA que j'ai en low code, les deux, on les faisait faire des bisous. Et en fait, ça faisait des manipulations SQL sans développeur. C'est assez rigolo. Vous avez fait ça? Ouais, faire des bisous à des morceaux Je suis pas d'IA. au courant de ça. C'est quoi ce Et ça fait pas des chocs à pic, ça fait des résultats de C'est requêtes. quoi ce démonstrateur de trop là. C'est ça. Exactement, cette soirée particulière. Non, par contre, les IA skills, c'est quelque chose qui va, je pense, se développer effectivement de plus en plus, notamment avec le studio, Open Studio, puisque c'est là que j'ai commencé à poker un petit peu. Bon, on sent que c'est en train de se mettre en place. C'est Tout pour est en moi. preview quand même. Hein. Oui, tout en preview. C'est voilà, mais la vision, la finalité est géniale. C'est juste qu'aujourd'hui, on est encore sur les prémices et donc on n'a pas quelque chose de totalement finalisé. Voilà, il n'y a pas encore l'effet waouh à la fin, mais on sent que ça peut être vraiment sympa. Il faudra venir voir au Power Platform Friends Summit l'équipe low code et data qui ont un sujet. Ils rassemblent les deux. Petite pub là, allez glisser. Et alors, qu'est-ce que j'avais noté? La dernière chose, petite news, le One Lake Catalogue, qui vont être en fait 2 onglets rajoutés sur la partie gauche de Fabric. La première qui change de nom, non? Qui s'appelle pas le One Lake Unified Catalog, c'est pas quelque chose comme ça? Non, ça c'est côté Databricks. Unified Catalog. Non. Il y a le One Lake Explorer, Ouais. donc qui va explorer la donnée qu'on a déjà un petit peu, qui va permettre de voir un petit peu toute la donnée qu'on a dans Fabric. Et l'autre sera plutôt One Lake Gouvernance. Voilà, avec des conseils de gouvernance, des tips aussi pour mieux gouverner sa donnée, notamment sur la partie Purview, tout ce qui est labellisation, promotion de la donnée. Voilà, donc on est sur quelque chose d'un petit peu plus. On en reparlera, je crois qu'il y a un changement de nom, dans ce que j'ai perçu. Toujours des changements. Il vaut mieux parce que l'acronyme ça fait quand même Oluc, pas terrible dans la barre. On va le changer. Ah, mais ce ne sera pas ce nom-là, je pense. Le One Lake Catalog, c'est vraiment de dire. On va être en. Ils vont me perdre. Et on est en tout cas sur 2 onglets. 2 onglets qui vont apparaître. L'un qui va apparaître un petit peu plus tard, je crois, courant 2025. L'autre qui est déjà un peu présent avec l'explorateur, enfin l'Explorer, qui permet d'avoir accès à tout. Et c'est pas tant d'être un data catalogue, c'est plus d'amener une expérience un peu dans ta recherche des infos présentes, c'est ça. C'est plus en fait au côté workspace du One Lake, le hub que tu as. On ajoute un peu de c'est le trans workspace parce qu'en fait, c'est toutes les données auxquelles tu as accès. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir la possibilité d'explorer toutes les données sans avoir besoin de passer par des workspaces, par des arborescences plus ou moins complexes. Là, c'est un seul endroit, donc un onglet dans lequel tu as tous les modèles sémantiques auxquels tu as accès, tous les lakehouse, warehouse auxquels tu as accès, tous les rapports auxquels tu as accès. Voilà. C'est vraiment essayer de centraliser un petit peu un espace dans lequel on a toutes les données avec un petit moteur de recherche. On avait déjà, mais qui vient s'enrichir. Voilà. En fait, et qui va s'enrichir encore avec un nouvel onglet, là, pour le coup, très orienté gouvernance.
que j'ai hâte de voir parce que je pense que là, pour le coup, pas les databases, quelque chose d'un petit peu plus intéressant. Et avec un à petit... présenter aux clients. on n'a pas vu aussi passer un petit toggle button de switch tenant là? Oui, C'est ça, le petit plus? alors les petits plus. Oui, le Change Directory, Change Tenant, qui effectivement peut être sympa quand on a effectivement plusieurs tenants sur lesquels on a des attributs, hein, des droits. Donc on a possibilité, donc c'est dans la partie user, on clique sur son user et en fait on a le petit switch, en anglais switch, et je crois que je l'ai vu en français. C'est, je sais plus si c'est Change Directory ou Change Répertoire. Intéressant pour les grosses organisations où on a ce risque de C'est multiplier. changer de tenant. Tenant Changer de fabrique. tenant fabrique. Sans avoir besoin. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est avoir le lien de l'autre tenant. Avec mes clients, je garde les URL des tenants et je me connecte via ces Un URL. peu comme Là, sur Teams quand je switch d'un tenant Tout à fait. à l'autre. en fait, c'est comme Azure. Comme C'est comme Azure. Azure. Et tu sens une Si tu vas une chez tes partie, clients et sur le tenant, Oui, ton ça, tenant. ça reprend. Le multi-tenant dont on parlait la dernière T'es en train de émission, tu as du déployer. multi-tenant dans Copilot M365, dans tout. On sent que... En fait, moi je trouve que c'est intéressant parce que Microsoft s'intéresse aux multi-tenants dans ses fonctionnalités quand les méga corporations qui sont multi-tenantes de par leur position géographique ou tout simplement parce qu'ils ont trop de salariés, il faut pas oublier qu'M365 c'est pas illimité en taille. Et du coup, ça veut dire que toutes ces boîtes, eh ben, elles en sont au point où elles ont besoin du multi-tenant. Donc c'est aussi, je pense, un signe positif de dire, OK, ces grosses boîtes, elles utilisent tellement à fond qu'elles ont besoin de ces fonctionnalités en multi-tenant. Et ça, c'est aussi un bon signal. Au-delà du fait d'avoir des cas comme le mien où en fait on pense avoir 4 ou 5 tenants différents et c'est vrai que c'est toujours un peu embêtant de switcher avec des URL alors que là, avec un bouton, c'est plus simple. Et là, Donc c'est pas rien. Non. Ah, c'est pas En termes rien. d'expérience, C'est une chose. d'administration, Je garde quand même le meilleur pour la fin. attention. Parce que celle-là, on l'attendait depuis longtemps. On a enfin les Dataflow Gen 2 dans le CI/CD. Champagne. Là, bien sûr, on l'attendait. Donc, on a parlé depuis cet été quand même de l'intégration de la partie CI/CD, du coup, qui était importante pour donner le Tous les objets, théoriquement, sont entre guillemets avec le CI/CD. Donc, on a l'aspect code de chaque objet, hein, que ce soit un rapport Power BI, un Lakehouse, Warehouse, enfin, on a vraiment tout disponible avec le CI/CD. Donc, c'est génial quand on est dans le collaborateur. Ouais, On avait pas les bases de données. Je crois qu'il y a un temps, on va bannir jusqu'à la fin, c'est SQL ou database. Ah, et donc tu disais depuis longtemps à tes clients, tu disais bah, CI/CD est disponible, sauf tu savais pas pourquoi. En fait, non, mais la problématique chez les clients, et c'est vrai que c'est un peu embêtant, c'est que, en gros, on fait pas de Dataflow Gen 2 parce qu'il n'y a pas de CI/CD et on peut pas les avoir dans les pipelines de données. Pipeline de déploiement, pardon. Dans Fabric. Alors que c'est quand même une des principales expériences côté ETL. C'est très end-user. Exactement. C'est ce que tu aimerais montrer dès le début. Par contre, tu te dis, en gros, si tu veux industrialiser aujourd'hui, on peut tout faire en CI/CD sauf ça. Enfin, et c'était incompréhensible. On ne pouvait pas le déployer. En fait, comme c'est pas dans CI/CD, on ne pouvait pas déployer de dev vers un environnement, donc un workspace de dev vers un workspace de test. On ne pouvait pas déployer de Du coup, Dataflow. ça te bloquait dans tes projets quand tu avais tout le reste qui était intégré. Tu pouvais quand même l'intégrer Ah bah non, les Dataflow, il fallait les développer dans chaque environnement. Un truc catastrophique. Donc en gros, on l'utilise. Sauf on ne fait pas de déploiement. Enfin, pas de déploiement. T'es ISO sur l'ensemble, du coup. Et Là, maintenant, on peut tout déployer en CI/CD, donc du coup, tout déployer dans les pipelines de... Alors, c'est en preview, bien de préciser. Mais Enfin, c'est disponible. Enfin, c'est déjà ça. je dirais, c'est presque pour moi la meilleure nouvelle. Voilà. C'est quelque chose qu'on attendait depuis tellement longtemps. On l'a eu à la FabCon, on nous a dit oui, ça va arriver, fin d'année, vous allez voir, peut-être l'année prochaine. Et là, voilà, c'est arrivé sans nécessairement être trop visible d'ailleurs dans le Book of News. Donc, moi, je suis plutôt satisfait. Quand on parle de données, c'est la base. Hein. C'était la conclusion. Donc si je résume, Nicolas, donc nouvelle expérience, les fameuses databases qui nous auront pris beaucoup de temps ce soir, mais on a bien compris que malgré tout, c'était quelque chose d'important pour Fabric. Hein, vous l'avez compris, ça ouvre la capacité de Fabric. Alors, il faudra voir les cas d'usage où on va le pousser spécifiquement et peut-être que ça se trouve, les clients en feront un usage plus naturel que nous aujourd'hui. On le voit. La partie Open Mirroring qui est à surveiller, on n'a pas beaucoup d'infos, mais qui peut être extrêmement intéressante pour le côté Change Data Capture. Du coup, les Dataflow Gen 2, bon, pour terminer globalement. Pour moi, c'est la big news et la meilleure news de la soirée. Parfait. Et la plus facile à raconter. On va finir du coup avec la dernière thématique sur la partie AI. Alors,
Bon, comme d'habitude, hein, il y a eu des annonces côté GitHub, ça a reparlé des GitHub Workspace notamment, qui avaient été déjà présentés en mai dernier. On a des environnements de test, etc., un peu intégrés. Ça a parlé même de la partie Quantum, on passera pas dessus, mais voilà, Microsoft a battu des records avec des partenaires sur le Quantum, avec du coup ce qu'on appelle les qubits qui sont maintenant stables, car un des enjeux du Quantum, c'est que c'est les générer, on sait faire l'ordinateur quantique, ça dure pas longtemps sans erreur, et du coup, donc, ça n'existe pas hein, en tant que tel, tant qu'on n'aura pas quelque chose de stable. Donc, il y a eu 2-3 annonces là-dessus, donc pour prouver qu'ils continuent aussi l'investissement et la course sur le quantum computing. Et par contre, on a eu pas mal de choses quand même sur la partie IA côté Azure, parce que vous l'avez compris, on l'a eu globalement sur toutes les autres plateformes de Microsoft. Alors, côté Azure, il y a eu, pareil, un changement de nom et une intégration plus globale. Alors, on avait pas mal de choses. On avait dernièrement Azure AI Studio qui devenait un peu ce nouveau portail avec des catalogues de modèles, etc. Là, aujourd'hui, donc, on a un nouveau nom qui s'appelle l'Azure AI Foundry. Donc, alors, je ne sais pas en français, la traduction. La forge. Ok. Donc, globalement, On a une fabrique, on a une forge. exactement. On est pas mal, pas loin de Warcraft. On a un outil pour les gouverner tous. Le prochain logo, c'est un œil. C'est fou quand le mot forge, t'as tout de suite l'esprit gamer qui ressort, tu sais. Ah bah voilà, t'as pu en Sauron et la C'est devenu un triangle. Mais bon. Exactement. Ça y est, on a tout. C'est borderline quand même. Alors dire. Peut-être que l'équipe de. C'est ça. Exactement. Il y a peut-être des clins d'œil. Et du coup, donc l'Azure AI Foundry, donc, qui maintenant va englober plusieurs choses. Donc là où on avait tous ces services qui étaient un peu indépendants, ça va comprendre maintenant le portail en tant que tel, qui est l'Azure AI Studio. Ça va comprendre tout ce qui est OpenAI Service, du coup, tout ce qui est Azure AI Search, et une nouvelle thématique, on va dire, un nouveau service qui s'appelle l'Azure AI Agent Service. Donc les fameux agents que tu as côté Copilot Studio, on les retrouve côté Azure. Donc avec un service dédié, du coup, notamment sur ces mécanismes qui vont nous permettre de lancer des actions, globalement. Hein. Aujourd'hui, c'était plus apparenté au monde open source. On utilisait LangChain, Semantic Kernel, notamment côté Azure. Aujourd'hui, ça devient un service officiel qui va nous permettre de faire tout ce qu'on a présenté un peu plus tôt sur les autres plateformes, mais en dev custo. Ils ont d'ailleurs précisé que ce Azure AI Agent Service sera totalement intégré avec les futurs frameworks multi-agents. Ça, c'est un sujet qu'on avait évoqué. Hein, la notion de multi-agent, c'est j'ai un agent spécialisé pour traiter telle action, je vais le faire interopérer avec un autre agent spécialisé. C'est un peu ce que vous venez d'écrire globalement là entre Fabric et Copilot Studio. C'est j'ai plusieurs AI qui se parlent. Ce sont les systèmes multi-agents. Il y a un studio open source de Microsoft Research qu'on avait présenté qui s'appelle AutoGen et sur lequel il y a pas mal d'investissements en ce moment. Azure AI Agent Service, même si AutoGen est open source, sera complètement intégré, interopérable, etc. Donc globalement, le centre de développement demain de ma partie agentique, ces fameuses applications basées sur des agents, hein, ça va être dans le nouveau service Azure AI Agent Service qu'on voit à l'écran, qui fait partie du coup de l'Azure AI Foundry, donc la forge, où on retrouve globalement les services liés aujourd'hui au développement d'applicatifs GenAI. Je vais résumer ça comme ça. Il y a un dernier service qui est intégré dedans, donc, qui est l'Azure AI Content Safety. On en avait parlé. On a parlé de la Groundedness Detection tout à l'heure, qui fait le contrôle de l'input centré entre l'entrée et la sortie. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les mécanismes de guardrails, hein, qui sont là pour amener en gros des vérifications, s'assurer qu'il n'y a pas de dérive. Donc ça fait aussi ça partie du nouvel, je ne sais pas trop comment l'appeler, en fait l'Azure AI Foundry, c'est un espèce de super package autour. Une espèce de gros store. Non, c'est pas un store. Non, en fait c'est la nouvelle plateforme si tu veux, mais dans lequel tu as tous les anciens services. Mais du coup, Azure AI Studio. Non, il fait partie de l'Azure AI Foundry. C'est un des services de l'Azure AI Foundry. On va présenter ça comme ça, globalement. Mais du coup, c'est bien que tu vois que tu as ces morceaux, dont le double grounding, la version d'entrée-sortie, parce que, bon, c'est en preview ce dont je parle, mais on voit que ça a été pensé en anglais. Par exemple, moi, j'ai travaillé sur un use case de travailler sur les centres d'intérêt d'une personne dans une conversation.
professionnel. Et là, si le test c'était sur la Power Platform, en anglais, ça se passait bien. Quand on était dans le cas français, dire je suis intéressé par Power Apps, fini toutes les sécurités, les warnings, red alert, détection, motif, harcèlement sexuel. Il a dit je suis intéressé par Power Apps. Et on voit bien que ça, c'est très facile à gérer, d'expliquer dans tes outils à toi que non, là c'est bon, détends-toi, on est en train de parler d'une technologie. Moi, côté Copilot Studio, ça m'a posé un problème. Alors, sur du preview, ça se trouve dans une semaine, le cas il est géré. En plus, il est fait en français alors qu'il est pensé en anglais en Copilot Studio. Mais je veux dire, c'est que des cas comme ça vont se reproduire. Et c'est là où c'est super intéressant la fonderie parce que tout va ensemble et tu vas pouvoir aussi gérer ça en fait. Ce qui est intéressant, c'est que déjà d'un point de vue écosystème produit, on était un peu perdu dernièrement parce que tu as l'Azure AI Studio qui est sorti du jour au lendemain. Avant, nous, on connaissait Azure Machine Learning, Azure AI, les Cognitive Services, etc. Là, tu sens que voilà, ils sont en train de packager l'ensemble pour que ce soit une seule expérience, on va dire ça comme ça. D'ailleurs, intégration extrêmement forte avec la partie GitHub, du coup. C'est-à-dire que depuis GitHub, tu peux appeler les modèles, tu vois tout le catalogue qui est disponible dans Azure AI Foundry, du coup, donc les modèles Azure OpenAI, les modèles Llama que tu auras, etc., toute l'offre managée, tu vas la trouver. Tu vas pouvoir, sur l'Azure AI Foundry et sur GitHub, faire de la comparaison de modèles, ça c'est un simple. Donc, avant, on avait le benchmark, on avait le catalogue et on pouvait voir des tests de perf, etc. Là, on peut faire de la simulation en parallèle sur des modèles en disant comment globalement, cette action, quel est le niveau de réponse apporté par 3-4 modèles différents en parallèle. Donc ça, c'est assez fort, ouais, exactement. Ça, moi, ça m'intéresse parce que vu que maintenant, je vais pouvoir bientôt choisir le modèle le plus adapté par rapport à mon cas. Plutôt que les faire un par un, voir tes réponses, voilà. Là, tu lances une requête, et globalement, un prompt, et tu vois comment ça réagit sur l'ensemble. Et avec ma logique de fine-tuning pour des cas particuliers, je me dis, dans ce cas-là, j'ai un problème, hop, je l'exécute chez toi, je vois ce qui se passe et je choisis le modèle le plus adapté à mon contexte. Il rajoute d'ailleurs des nouveaux outils de monitoring, de gestion des risques, donc on vient enrichir toute cette partie-là. Il y a une gestion des risques maintenant sur la partie image. Du coup, donc on avait des risques éthiques que tu viens, les mécanismes que tu viens de décrire sur la partie texte prompt, on les a maintenant côté image. Donc ça vient d'être présenté. Ce qui a été résumé aussi, c'est qu'aujourd'hui, ils ont un peu plus de 1800 modèles dans le catalogue. Ça commence à faire pas mal. C'est vraiment... Il y a un petit côté Hugging Face, quoi. C'est, j'ai le catalogue du plus de modèles possibles, dont Hugging Face d'ailleurs. Et par contre, il y a quelque chose de sympa. Ils ont présenté ce qu'ils appellent les industries modèles. Donc là, une vingtaine de modèles qui ont été développés par des partenaires qui sont spécialisés. Alors, je ne sais plus, dans les entreprises que l'on voit à l'écran, là, par exemple, Bayer. On a Bayer pour prendre le premier. Donc là, qui a développé, qui a fait certainement du fine-tuning sur un modèle propre à son industrie et qu'il met à disposition dans l'Azure AI Foundry en mode marketplace. Plutôt super intéressant, je trouve. En tout cas, cette logique de spécialisation des modèles, c'est quelque chose qui est vanté depuis tout temps. Aujourd'hui, on voit que Microsoft va pousser ses partenaires clés à mettre à disposition, du coup, dans l'Azure AI Foundry, des modèles super entraînés sur des use cases verticalisés d'industrie. C'est plutôt une grosse annonce, en effet. On n'avait pas vu ça jusque-là. Et surtout, à la fin, donc, comment ça a été illustré l'ensemble. On a eu à nouveau une belle démo live, d'ailleurs avec un gros pic lancé à un moment à Apple, en disant, voilà, nous, on est sur des trucs qui marchent en live, qui sont concrets, qui marchent. Mais donc, on ne l'aura pas à l'écran. Je vous encourage à voir la démo sur le replay de la keynote. Globalement, c'était on retrouvait ce fameux site e-commerce qu'on avait déjà eu là sur la commande de chaussures, de marche, etc. La personne, alors j'ai plus son nom en tête, mais qui est un des principaux programmes Product Manager de Microsoft, discute avec un chatbot sur le site e-commerce en disant je vais faire une randonnée, qu'est-ce qu'il me faudrait, etc. Et après, ce qui se passe, c'est qu'il va se faire appeler par le chatbot parce qu'à un moment, ils n'arrivent pas à se comprendre. Et du coup, il y a le téléphone qui sonne, le chatbot, finalement, l'agent conversationnel qui appelle, donc là, avec la real-time API, qui discute. Et ce qui est assez fou, et donc c'est là où on voit tout ce qui est, du coup, agent et système multi-agent, mais plutôt là, c'est l'orchestration qui est importante, c'est pas tant le système multi-agent, c'est le fait qu'à un moment, il arrive à discuter au téléphone de ce qu'il a mis à l'écrit à l'écran
et vice-versa. C'est-à-dire qu'une information dite au téléphone est enrichie dans la conversation à l'écran. Donc on a une vraie interopérabilité entre la voix, le texte et tout un canal de communication. C'est assez incroyable en effet parce que on voit en live du coup, et d'ailleurs on le voit parce que c'est sur un local host, donc l'app elle était locale, et ça tourne, enfin pour le coup c'est enrichi directement en données, et avec un gros clin d'œil de c'est de la démo, ça fonctionne, nous on l'a. Il y avait un petit coup. Oui, c'est pas des promesses en l'air, c'est pas de l'enregistrer. Et j'avoue que ça fait partie des belles démos là que. Alors la dernière fois, on avait eu le même exemple sur la commande, mais elle était enregistrée. C'était ça aussi, voilà, la dernière build. Il avait fait le site e-commerce où il commandait une paire de chaussures pour de la randonnée. Ça, c'était enregistré. On pouvait se dire, ouais, bon, c'est pas encore prêt. Là, pour le coup, il était en live avec son PC, ses onglets ouverts. Il a vraiment fait la démo avec le téléphone qui appelle. Plutôt belle démonstration. Et donc, le gros résumé, c'est tout ça est permis grâce à l'Azure AI Foundry. Donc, il y a un autre truc, c'est annoncé un peu en début mois. Il continue en fait. Je pense que tout se débauche de services et tout, c'est aussi avec la puissance qu'il y a derrière. Ils ont annoncé du coup le maintien du partenariat avec des partenaires comme AMD, Nvidia, etc. Avec les dernières puces dont on avait parlé dans les têtes dans le cloud en mai, avec l'architecture Blackwell côté Nvidia, Maya côté Microsoft, des nouvelles puces type DPU pour Data Platform Process Unit. Et en fait, c'est tout ça qui permet, c'est un tout en fait qui permet, ils ont vraiment une intégration verticale comme le fait. Et à côté de ça, donc ça c'était la partie IA. Côté base de données, c'est les bases de données d'aujourd'hui à l'ère de l'AI. Donc on a des optimisations côté Postgre, côté Cosmos pour de la meilleure indexation. Ils parlent de temps qui sont au dixième de milliseconde maintenant sur de la recherche, car il y a Microsoft Recherche qui a déployé des choses dans Cosmos permettant de le faire. Donc on voit qu'on a une belle optimisation des bases aujourd'hui pour qu'elles soient le plus près possible à porter des modèles vectoriels, à porter toute l'innovation que propose Microsoft. Et grosse annonce quand même aussi, à peu près comme la tienne, Nicolas, SQL Server 2025. Oui. Alors, voilà, il fallait... Alors, pour le coup, non mais... En fait, on s'y attendait aussi. À côté de tout ce qu'on se raconte de Copilot, etc., bah ouais, l'on-prem... Alors, déjà, il faut savoir que, pour être un peu dans l'écosystème Microsoft, la consommation de SQL on-prem dans le monde reste extrêmement importante dans le business de Microsoft, mais aussi dans la demande client. Les clients continuent d'acheter toujours autant de SQL à l'heure du cloud. Donc un SQL Server 2025, quelque chose qui intéresse énormément. Il est optimisé lui-même maintenant pour faire de l'AI. Et c'est pareil, on est dans des modèles maintenant à peu de trust, où on va déployer du LLM en local, on va peut-être faire de la vectorisation en local. Il y a des clients qui feront tout ça en on-prem sur du SQL Server 2025. Alors, de mémoire, je ne sais plus, non, c'est pas l'Azure SQL qui sont sortis, c'est le SQL Server 2025, si je ne dis pas de bêtises. On a perdu Nicolas, il en peut plus. Je pensais SSIS 2025. SSIS 2025, exactement, qui pourrait être proposé. Il y a SSAS 2025, sans oublier SSAS 2025. C'est vrai que des fois, quand tu t'écoutes, t'as l'impression de resservir toujours la même chose. Donc voilà, non, mais donc c'était quand même les deux grosses infos. Donc côté AI, l'Azure AI Foundry, côté data, les SQL Server 2025, au même niveau que les SQL Database côté Azure. Et après, c'est tout. J'ai pas de chute. Non mais en live, on a fait zéro erreur. Non, je suis désolé. C'est trop drôle. Non mais c'est trop drôle. Et surtout, c'est le genre d'annonce qui me font marrer, c'est que moi, ça fait 20 ans que j'entends alors le nouveau SQL Server SSAS, SSRS. Et ça fait 20 ans que je fais ça. C'est peut-être la dernière chose dans laquelle ils investissent. C'est le dernier gros service on-prem que propose Microsoft, non? Parce que SharePoint on-prem, c'est terminé. Ouais, mais comme je te dis, je pense que ça sera pas... Oui, il n'y a plus de version majeure, mais c'est comme Windows 11, quoi. Comme Windows 10, comme Windows 11. Il n'y a plus de version, il n'y aura plus d'autres versions. Mais encore une fois, à mon avis, on va continuer à avoir des versions SQL parce qu'il y a encore beaucoup d'entreprises. Ouais, et puis il y a une culture un peu de la base de données opérée en local dans beaucoup de petites entreprises. Je suppose que ça inclut dans cette annonce SQL Server le normal et SQL Server la version Data Center. Celle-là, ils l'ont... J'en ai aucune idée. Tu m'en demandes beaucoup trop. Parce que justement, il y a une version SQL Server qui s'appelle Data Center qui est complètement pensée pour monter des data centers. En fait. Tout à fait. Et celle-là, elle est aussi intéressante pour les gens. C'est peut-être la dernière.
Et celle-là, je pense que ça veut dire qu'il y en a une. Voilà. Ça, c'est aussi quelque chose Normalement, d'important. il y a l'Enterprise, il y a Voilà. la Pro. Eh ben, quel épisode ah mais quel épisode. Je pensais pas avoir autant d'émotions en venant. Justement parce que en vrai, non, il y a eu de belles annonces comme d'habitude, mais c'est pareil. Maintenant, on a tellement En fait, c'est vrai qu'on est tellement habitué à des trucs dingues, innovants, enfin des trucs de science-fiction. C'est vrai que même les, quand t'as de les bases, l'optimisation, c'est ça, tu dis presque plus. ok, C'est ça. alors que c'est tout aussi important. Alors que si on résume, Mais d'un autre côté, il faut trouver les use cases. Et comme tu disais, à part un use case que tu as sorti, globalement, Il y a 12 ans. Voilà. on le rappelle, hein, en highlight, on avait quand même le Windows 365 Link, ce petit dispositif qui permet du coup de faire du streaming. Si j'ai bien entendu. Il a dit avril. Côté M365, on avait notamment la traduction temps réel Teams. Sur Teams, les slides, enfin tout un tas de features, d'agents et le Copilot Analytics. Exactement. Ouais, c'est globalement, dans toutes les annonces, moi je pense que la possibilité d'avoir du fine-tuning dans Copilot Studio, c'est le gros truc. Nicolas, ton Nicolas, avis. il n'y a pas d'annonce. Est-ce que le serveur Non, on est Dataflow Gen 2 en CICD. Exactement. C'est vraiment la belle annonce. Et du coup, côté AI, à part le renaming et un nouveau produit, moi je mettrais plutôt les modèles industriels Oui, ça, c'est sûr. qui a un vrai enjeu. Et je serais curieux quand même de creuser comment ils ont fait leur démo avec le rappel en live, la double opération. D'un point de vue architecture, il y a quelque chose d'assez intéressant et peut-être quelques fonctionnalités que l'appel est natif ou des choses comme ça. Moi, je pense qu'on aura des annonces dans les workshops parce que il y a maintenant, pour avoir ce côté call center, on a l'Azure Communication Services qui est devant, des archis assez lourdes qui font que tu n'as pas cette flexibilité. Je serais pas surpris, on en reparle au prochain épisode, qu'il y ait une annonce un peu liée à ça dans le multimodal. Tu vois, il y a quelque chose derrière cette démo que je trouve assez intéressant qui sera On rappelle qu'il y a 2-3 ans, Microsoft a racheté une boîte spécialisée dans ce genre de scénario de voix. Et donc 2-3 ans après un rachat, de voir les scénarios, ça commence à avoir une relation de cause à effet, je pense. Exactement. Donc on va terminer là-dessus, si vous voulez bien, parce qu'il se fait tard aussi et que c'est aussi toujours un plaisir, bien évidemment, de faire ces débriefs à chaud. Vous l'avez compris, c'est tout un exercice de style. Hein. On a pris ce qui nous intéressait sur 2 heures de keynote. On essaye de résumer ça autant qu'on peut et de vous faciliter la compréhension. On s'excuse d'ores et déjà s'il y a... Non, alors pas du fou rire, parce qu'il était très, très, très bon. Mais plutôt d'informations qui seraient un peu erronées d'autre part. Vous le savez, c'est du live, donc on aura tout le temps de creuser ces événements et surtout d'en rediscuter. Donc si vous avez vu des choses que vous voulez nous partager, qu'on puisse les traiter dans les prochains épisodes des Têtes dans le Cloud, ce sera avec plaisir. On vous donne rendez-vous en décembre sur un épisode spécial, du coup. Non, sur un épisode normal. Début décembre, je pense, première semaine, on ne l'a pas encore calé. Il y a le Power Platform Friends Summit la première semaine. Donc on va peut-être décaler l'épisode. Exactement. Parce que quasiment toutes les têtes dans le cloud sont au Power Platform Friends Summit. Voilà, en tout cas, épisode classique en décembre. Sur ce, on vous encourage, comme d'habitude, à partager cet épisode, à nous liker sur les réseaux, à le partager à vos collègues, bien évidemment. Le plus on est suivi, le plus on a le plaisir de vous partager tous ces éléments. Et on vous dit rendez-vous au prochain épisode. Merci à tous. À plus.